J'ai grandi comme étant un des premiers de la génération des utilisateurs d'ordinateurs. L'idée, c'était de faire des jeux. Et l'entreprise était qu'un moyen. Quand on s'est retrouvé face à l'explosion de la bourse, donc au printemps 2000, alors que j'étais devenu milliardaire et que j'étais beaucoup dans les journaux à cette époque-là, soit je me dis, soit je finis aigri et perdu, soit j'essaie de me réinventer. C'était ça un peu l'idée. Tu t'es fait remarquer parce que tu as envoyé donc 12 bouteilles de Château Pétrus dans l'espace. Au fond, on a découvert que le seul paramètre de la vie sur Terre qui n'avait jamais bougé, depuis 4 milliards et demi d'années que la vie existe sur Terre, c'est la gravité. Et quand on recrée la vie, comme on le fait sur la Station Orbitale Internationale, on arrive à se dire qu'il y a peut-être par l'espace, peut-être de faire des nouvelles variétés de vignes, de faire évoluer naturellement des plantes et leur rendre plus de capacité de résistance face au stress du changement climatique. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric. Alors, avant de parler de toi, on va parler de moi une seconde, parce que j'ai un problème de voix, ce qui est assez rare. C'est assez rare. Je l'ai souvent, mais pas dans les podcasts. J'ai eu de la chance à chaque fois au milieu des épisodes. On a décalé l'épisode précédent, enfin l'enregistrement précédent, parce que j'étais malade. Et là, je suis désolé, j'ai une voix un peu rocailleuse. Alors, avec un peu de miel et de citron, j'espère que ça va le faire pour les 2 heures qui suivent. Et désolé pour ma voix. Alors, on est à distance. Nicolas, tu as un parcours dans le jeu vidéo immédiatement après tes études, à peu près dans les années 90. Quand on lit ton profil LinkedIn, tu as mentionné entrepreneur, space fanboy et Microsoft enthousiaste. On va largement y revenir puisque tu bosses depuis 7 ans chez Microsoft. Tu as créé également tout récemment 2 sociétés dans le New Space, Orbit et Space Cargo Limited. Ensemble, on va décrire ton parcours, les raisons de cette passion pour l'espace. Mais avant tout, je voudrais qu'on rembobine, Nicolas, que tu nous parles de toi. Pourrais-tu me dire quelques mots sur Nicolas Gaume ? Écoute, je suis né dans le sud-ouest de la France, donc déjà je suis très ancré dans mon territoire, de parents restaurateurs, donc aussi avec cette connexion très particulière qu'on peut avoir à la fois au travail, parce que c'est un métier très exigeant et il y a très peu de temps pour soi quand on est restaurateur, donc j'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler, ça m'a certainement beaucoup forgé. D'une famille d'entrepreneurs, j'ai un arrière-grand-père qui était d'un milieu très modeste, qui était plombier zingueur, qui était haut compagnon, qui a fait le tour de France des compagnons, qui s'est installé à Arcachon et qui a lancé une entreprise dans la construction de maisons et qui a plutôt bien réussi. Et donc j'ai aussi quelque part cette inspiration de mon aïeul pour l'entrepreneuriat. Et côté maternel également, j'avais des grands-parents maternels qui travaillaient beaucoup et qui étaient aussi très entrepreneurs. Donc voilà, ce mélange sud-ouest, travail, entrepreneur. Et en même temps, j'aime la vie, j'aime ce qui fait... parce que quand on grandit dans un restaurant, on grandit aussi avec tout ce qui accompagne le bien manger, avec des parents qui appréciaient les bonnes choses, entourés d'amis. Donc je crois le Sud-Ouest a ça de magnifique, d'être très généreux et très dans la connexion. Donc j'ai grandi avec tout ça, ça fait partie de moi. Quel genre d'enfant ou d'enfance ? Plutôt de bon élève, de passionné. Disons oui, assez consciencieux. Après, bon élève, je dirais raisonnablement jusqu'à la fin de mon lycée.
j'étais très passionné par ce que j'apprenais. J'aime beaucoup découvrir, apprendre, stimuler l'esprit. Donc j'ai pris à la fois beaucoup d'amour des sciences, des technologies. J'avais un père qui était chef restaurateur, il était aussi geek. Donc on a grandi dans un environnement de technologie. Donc je lisais Science et Vie. J'étais oui, moi aussi bercé par oui, bercé par l'informatique, par les technologies, parce que mon père a acheté un tout premier ordinateur Apple II qui a été commercialisé en France. De plus. Donc, oui, c'est même. C'était bien, mais c'était pas bien avant. C'était avant. Ouais. Donc c'était un des tout premiers en France, je crois. Et ça m'a mis à la programmation aux jeux vidéo. On va peut-être y revenir, mais voilà. Après, c'était pas que ça. C'est que dès qu'il y avait un phénomène quel qu'il soit dans la nature autour de moi, j'avais envie de comprendre pourquoi ça marchait, comment c'était fait. Donc, Science et Vie, des magazines comme ça m'intéressent. Magazine, quand on dit magazine, ça date parce qu'il y en a plus aujourd'hui, mais tout ce qui faisait la découverte des sciences, l'intérêt pour les choses. Puis j'avais une institutrice qui est exceptionnelle, Monique Parigari, qui m'a beaucoup marqué, et qui dans une classe unique. Donc, on est toujours stimulé dans une classe unique. On est une petite vie de village, hein. Là où j'ai grandi, il y avait très peu d'habitants hors l'été où c'était beaucoup plus envahi, on va dire. Mais donc j'étais très dans cette classe unique, tiré par les élèves des cours au-dessus et puis toujours en appétit d'apprendre. Donc c'est ça qui a forgé aussi mon goût peut-être pour aller dans l'innovation puis après l'entrepreneuriat. Alors c'est marrant parce que bon, ça nous fait au moins 2 points communs, c'est-à-dire le Science et Vie. Moi, c'est quelque chose, j'étais abonné et je le lisais. Et l'Apple, alors moi c'était l'Apple IIe, donc celui juste après. Je me souviens encore du prix d'ailleurs de l'ordinateur à l'époque. Très cher. 18 000 francs, ce qui fait 2500 euros, je pense. Finalement, ça a pas tellement. Alors c'était très cher pour l'époque, forcément, hein, voilà. Mais finalement, c'est assez stable en termes de prix. Et moi, c'est ce qui m'a mis dans le jeu. Alors tu faisais quoi? Alors à l'époque, on n'appelait pas ça coder en fait, hein. On appelait ça peut-être programmer. Est-ce que tu utilisais l'ordinateur avec des disquettes et des jeux vidéo? Tu commençais à rentrer dans les entrailles avec de la programmation, du basique ou voilà. Alors quand j'ai démarré, il n'y avait pas de disquette, c'était des cassettes, donc c'était tellement compliqué en fait. Et quand on allumait la machine, on était directement dans l'assembleur. Donc on avait besoin de véritablement apprendre à programmer pour pouvoir simplement jouer. Donc on retapait les jeux sur un magazine, un journal qui s'appelait Hebdogiciel en particulier, mais plein d'autres, et on tapait des lignes de code pour pouvoir les utiliser ensuite. On les sauvegardait sur des cassettes. C'était pas toujours la méthode la plus fiable, mais non, c'est tout début, et en même temps, voilà, à la fois être dans la programmation, l'utilisation, on a aussi besoin de comprendre comment l'électronique fonctionnait. Donc c'était ras du métal, donc très proche de l'environnement et passionnant parce que du coup, on était pleinement immergé dans ce qu'était la technologie. Apple était très engageant comme environnement, c'était presque un culte, hein. On avait moi j'ai découvert en même temps le garage, la Silicon Valley, cette ambition de changer le monde, c'était même un des slogans d'Apple. Et puis le manuel, je me souviens très bien, qui accompagnait l'Apple II, était un manuel qui était qui était assez passionnant en fait, qui interrogeait sur le rapport à la technologie, qui interrogeait sur ce qu'était un ordinateur par rapport à d'autres types d'outils. Et moi, j'ai beaucoup accroché ça. Alors, j'avais 8 ans, 9 ans, donc c'était tout neuf. Mais je suis vraiment rentré là-dedans. Après, je suis aussi de la génération de ceux, toi, tu en fais partie, mais qui ont eu l'explosion de la télévision, avec de plus en plus de chaînes de télévision, avec... alors, mon père était en geek, il avait aussi acheté un magnétoscope, donc le vidéoclub à côté, on le pillait régulièrement, donc j'ai absorbé une quantité phénoménale de films, la télévision, les séries, donc il y avait Wargame, qui est un film qui m'a marqué... d'un hacker. Donc pour moi, l'image du hacker était magnifique. Et puis il y avait Petit Génie aussi. Ouais, c'est marrant parce que dans mes notes, j'ai justement mis entre parenthèses Wargames parce que c'était cette ouverture. Si tu veux, il faut quand même remettre pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas connu Internet, il faut quand même comprendre comment c'était l'époque. C'est-à-dire que, je parle de moi, mais tu as peut-être vécu la même chose. Moi, la première fois que j'utilisais l'ordinateur, c'était plutôt en utilisation. C'est-à-dire que, en fait, on allait dans des magasins, par exemple à la Fnac ou dans des magasins International Computer. Je sais pas si tu as connu, c'était une chaîne. Et on s'échangeait les disquettes. C'est que tu avais tel jeu et on avait tel jeu, etc. Et ensuite, est arrivé ce film-là qui s'appelait Wargames, qui était finalement la possibilité de connecter l'ordinateur à un réseau, en fait. Et tu as vu, tu te souviens dans ce truc où là, effectivement, il pirate, mais il met une sorte de téléphone, de les combiner sur une sorte de modem acoustique. Et
Voilà. Et justement, c'était cette envie, parce qu'on sentait peut-être à l'époque, je sais pas si tu avais ce sentiment, on sentait que peut-être l'ordinateur était fermé et que le Wargames nous l'ouvrait en fait sur quelque chose qu'on savait pas qui s'appelait Internet en fait, ou l'équivalent quoi. Oui, bah l'essor de l'informatique connectée, c'est effectivement c'est le modem. Alors, mon père a aussi acheté un des tout premiers modems. Il y avait un fabricant de modem à Bordeaux qui s'appelait Digitelec. Je connais pas. Et donc on s'était assez vite connecté. Et à la fois il y avait le Minitel aussi, c'est-à-dire que dès le début j'étais connecté beaucoup sur Minitel et sur des sites qui étaient je dirais de passionnés, qui étaient aussi des codeurs, des hackers. Donc je dirais que j'ai à la fois découvert Wargame pour montrer la dimension américaine et connecter le fait que l'Apple II pouvait me permettre de faire ce que je faisais déjà avec mon Minitel, c'est-à-dire à la fois échanger avec des passionnés de jeux et des passionnés de code, et également commencer à pirater. On avait ces différents paliers de tarification, 3615, 3614, 3613, et l'idée c'était de pouvoir accéder à des services payants par les accès moins chers réservés aux opérateurs des 10 services. Donc il y avait des numéros Transpac, c'était des sortes d'identifiants, et on avait j'avais un autre ordinateur, j'avais un Canon XE7, ça va pas nous rajeunir tout ça, hein, mais bon bref, et donc je branchais mon Minitel avec mon autre téléphone pour tester plein de codes et voir où ça m'amenait. Donc ça m'amenait des trucs assez rigolos qui m'ont permis de découvrir des choses parfois étonnantes, notamment j'étais tombé sur par des amis sur le serveur du Parti communiste au Sénat, et il y avait accès à la messagerie. Donc voilà, c'était 12, 13, 14 ans, on commence à découvrir. Bon, quand on avait l'écho de ça, ce qu'on était en train de faire à la télévision, donc il y avait cette série qui s'appelait Les Petits Génies, qui était aussi assez passionnante, où c'était l'histoire d'un jeune homme qui avait des ordinateurs de son père lointain qui l'aidait qui aidait à résoudre tout un tas de mystères, de problèmes, de défis avec son ordinateur en piratant généralement les systèmes informatiques des méchants. Donc il y avait un côté un peu corsaire qui était sympa, et voilà, quand on a 11-12 ans, c'est plein d'enthousiasme. Les études ? Alors les études, elles sont donc, comme je disais, très enrichissantes parce que j'aime apprendre. Après, je suis pas passionné de la compétition scolaire en tant que telle. D'ailleurs, ce qui m'amènera in fine à arrêter mes études. Mais en prépa, hein, j'ai la chance d'avoir au début de la prépa. Ouais. On pourra revenir dessus, mais c'est la semaine où le proviseur dit vous êtes l'élite de la France. Je me dis mais pour quelques points de maths, être à l'élite de la France, je trouvais ça complètement con. Donc je me suis dit si je dois me prouver que quelconque talent, autant le faire par moi-même, et c'est là où je me suis lancé dans l'entreprise. Donc c'était un peu catalyse. Maintenant, à côté de ça, avant, donc j'avais une institutrice qui m'a beaucoup marqué, qui est formidable et toujours parmi nous, fort heureusement, et elle m'a beaucoup donné cette envie d'apprendre. C'était une institutrice très Jules Ferrienne, vous voyez. Mais institutrice, ça signifie avant le CM2, quoi. Enfin, au CM2. Oui, du CP au CM2. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup marqué. Puis après, j'ai fait mon collège, mon lycée à Arcachon. Donc c'est pas désagréable, et puis j'ai eu des profs extraordinaires dans toutes les matières, dans l'histoire géo que j'ai beaucoup aimé, dans les maths, la physique, français, je faisais du latin, du grec. Donc non, j'ai beaucoup aimé apprendre dans cet environnement. Puis après, quand on est rentré dans les examens, j'étais moins dans cet esprit. Donc ça m'a sans doute que la fin du lycée était plus passable. Mais ma foi, voilà. Après, j'étais j'avais d'autres, quand jeune, j'étais plus grand que la moyenne, hein. Je fais 2 mètres de haut, donc j'ai poussé d'un coup. Donc ça après, il y a tout ce qui va avec l'adolescence, quand on est un peu différent des autres. Je passais mon temps sur mes ordinateurs, personne comprenait trop ce que je faisais, parce que non pas seulement l'informatique n'était pas répandue, mais alors en plus l'informatique connectée, celle dont on venait de parler, elle était assez peu répandue non plus. Donc c'était particulièrement intéressant, mais en même temps c'était particulièrement discriminant, parce que qu'est-ce que tu fais ce week-end? Introverti, je me suis connecté à mon ordinateur. Tu étais introverti un peu? Plutôt timide, oui. Ouais. Et puis encore une fois, quand on fait 2 mètres, enfin 1m85, 90, 95, que les gens font, mes camarades faisaient 20-30 cm de moins, que je passais mon temps sur mon ordinateur à coder, à me connecter, ça, voilà, c'est pas ça exclut un chouïa. Mais enfin bon, j'adorais ce que je faisais. J'avais quelques copains qui étaient comme moi, donc j'avais 2 copains, Jérôme et Frédéric, qui étaient comme moi connectés, puis quelques amis proches. Donc je suis pas du tout à plaindre, hein. Mais c'est vrai que j'étais pas
j'étais plutôt timide, réservé et dans mon monde. J'aimais aussi beaucoup lire, toujours beaucoup lire, donc j'étais à découvrir tous les romans, notamment de science-fiction, de fantasy, donc Dune, Fondation, le Seigneur des Anneaux, etc. Donc j'aimais beaucoup m'évader, lire. C'était aussi dans un environnement qui est magnifique. Enfin, on a une chance inouïe quand on grandit sur le bassin d'Arcachon. On a une nature incroyable. Donc se promener dans la forêt, sur la dune, ça donne aussi ce goût du large, cette humilité, parce que la nature est belle, mais elle peut être aussi assez violente. Hein. L'hiver, il y a des tempêtes assez phénoménales. Puis je vivais dans l'hôtel de restaurant de mes parents, donc la Corniche, sur la dune du Pilat. Et bon, la nuit, quand en plein hiver, vous avez des vents de 180 km parfois, que tout change, ça donne aussi un regard au monde qui est très particulier. Et puis aussi cette idée d'être dans une station balnéaire, c'est-à-dire que c'était une ville quasi déserte l'hiver, et l'été c'est noir de monde, avec des infrastructures qui sont faites de sport, de culture, qui sont faites pour une ville de 150 000 habitants, alors que vous tombez à 15 000 dans toute l'agglomération. Et dans mon quartier, mon proche voisin était à 2 kilomètres. Donc il y avait ce paradoxe d'être à la fois très entouré dans mon lycée, dans mon collège, et en même temps être un peu à part, d'être dans cet environnement très peuplé l'été, mais vide l'hiver. Donc et puis finalement, encore une fois, c'est cet environnement dans lequel mes passions ont pris le dessus, et au fond, je me suis laissé guider par elles, et ça a été et c'est une belle aventure toujours. Donc tu abandonnes tes études en prépa, au début de la prépa, et pourquoi faire? Eh ben, pour ce que je disais, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal avec le système de gagner quelques points de maths pour retrouver une place dans un environnement social. Moi, j'avais des gens autour de moi qui s'étaient fait tout seuls. Hein. Mes grands-parents, des deux côtés, ont développé leurs entreprises en partant de pas grand-chose. Un arrière-grand-père une famille très communiste militante, historiquement, côté de mon père. À côté de ma mère, des gens qui étaient dans un milieu très humble, qui venaient des Charentes, du Gers, et donc ils avaient construit, entre la génération des grands-parents de mes parents, un certain succès, mais toujours en n'oubliant pas d'où ils venaient. Donc on avait dans la famille des gens beaucoup plus modestes, on n'était pas dispendieux dans nos dépenses, et je crois qu'assez vite, j'ai toujours pris alors je parlais à la fois la rapport au travail, le rapport à l'argent, mais aussi à l'environnement social. Donc j'ai grandi dans un environnement qui était une station balnéaire où il y avait des gens plutôt fortunés qui venaient passer les vacances. Certains étaient amis de mes parents puisqu'ils venaient manger dans notre restaurant, et c'était aussi intéressant de voir ce brassage, étonnamment, ce brassage social. C'est-à-dire qu'on voyait des gens plutôt fortunés, et puis à côté de ça, moi j'étais dans une famille, j'avais un oncle ostréiculteur qui travaillait très très dur, et avec qui j'appréciais échanger parce qu'il était toujours à remettre les choses, l'église au milieu du village en général. Donc ce parler vrai, qui est aussi un parler que j'aime beaucoup dans le Sud-Ouest, me plaît, quoi. Donc il y avait cet environnement à la fois d'expériences très diverses, de milieux très divers, et c'est une force, c'est une chance. Et puis assez vite, mes parents aimaient beaucoup voyager, mais on voyageait en allant au contact des lieux où on allait, ou de nos habitants. Donc on est parti se balader en Afrique, dans le reste de l'Europe, en Asie. Et donc de voir comment les autres vivaient à travers la planète, c'était aussi extrêmement enrichissant, et extrêmement, ça m'a fait beaucoup grandir. Et puis parce qu'ils travaillaient beaucoup l'été, mes parents, ils m'envoyaient un mois en Angleterre apprendre l'anglais chez des amis, et puis j'étais dans les échanges scolaires de ma ville avec le ville jumelée en Allemagne, parce que je faisais allemand, et donc ça m'a aussi donné l'occasion de vivre un peu dans d'autres pays européens. Donc tout ça contribuait en fait, quand j'ai vu le moule social vers lequel le prépa m'a amené. Je me suis dit qu'au fond, je préfère faire mon chemin. J'avais à la fois ces histoires d'Apple, de Microsoft, parce que j'ai grandi en lisant toutes les histoires, tous les bouquins sur lesquels je pouvais tomber, qui me racontaient l'histoire de la Silicon Valley. Je les absorbais. J'étais à pratiquer l'informatique. Je voyais le monde grand, beau, divers. Donc finalement, je me suis dit, j'ai envie de me lancer tout de suite. Et alors, ce qui était fascinant quand on a grandi connecté avec son modem, c'est qu'on était assez vite en contact avec des passionnés à travers le monde. Donc j'avais déjà des amis aux États-Unis avec qui j'échangeais des logiciels, où on piratait ensemble. Donc il y avait tout un tas de copains à travers la France. Et quand le moment est venu, en fait, on s'est dit assez naturellement quelques idées simples. Faut comprendre que j'ai grandi comme étant un des premiers de la génération des utilisateurs d'ordinateurs.
tu en es aussi un. Mais au fond, tous ces jeunes qui se lançaient dans l'informatique, Steve Jobs compris, ils avaient donc 25, 30 ans, donc nous on en avait 7, 8, 9. Donc on était la première génération à vraiment la génération numérique, c'est-à-dire que la première génération qui avait pour ce qui me concerne, les jeux vidéo, la connexion en ligne. J'étais connecté 2-3 heures par jour le week-end, 3 jours par semaine et souvent. Et puis finalement IBM a trouvé le bon nom, il appelait ça le PC, donc Personal Computer. C'était vraiment parce qu'il y avait les ordinateurs qui étaient faits pour les entreprises, mais là à un moment les Bill Gates et enfin les Bill Gates, surtout l'OS qu'a sorti Microsoft et Apple avec les ordinateurs l'Apple II, etc. C'était vraiment l'ordinateur qui était même si c'était cher, à destination de nous, des utilisateurs. On pouvait faire quelque chose, quoi. Voilà. Oui, alors c'était vraiment le créneau d'Apple qui, avec l'Apple II, voulait un ordinateur dans les maisons. Après, ils sont partis vers des usages plus professionnels avant de revenir pour le grand public. Mais effectivement, c'était un outil qui transformait toute la maison. Puis encore une fois, c'est l'explosion de l'électronique, le début, le Walkman, la première musique portable, les radios, la bande FM, donc la musique, les radios musicales, les chaînes musicales. Donc il y a un rapport à la pop culture qui est très profondément ancré. Donc l'explosion du jeu vidéo, de la musique, du cinéma américain, du cinéma japonais et asiatique. Moi, j'ai découvert des films de Hong Kong, des films du Japon, puis après de la Corée, évidemment des États-Unis, alors que j'étais dans une ville finalement qui aurait été même 20 ans après complètement hermétique à tout ça. Donc cette connexion au monde, je pense qu'elle était très puissante. Cet exemple entrepreneurial familial, tout ça s'est mélangé. Et puis je me suis dit, voilà, le jeu vidéo. En fait, ce qui m'a amené à entreprendre, c'est à la fois j'étais pas vraiment entrepreneur en fait. J'ai vraiment eu envie de faire des jeux. Donc la première conviction, c'est que le jeu vidéo allait être un usage qui allait grandir. Je suis persuadé qu'il y aurait de plus en plus de gens qui joueraient aux jeux vidéo. Il y avait également aussi une évolution technologique, c'est que les premiers ordinateurs étaient, je le disais tout à l'heure, ras du métal. On allumait la machine, on était obligé de coder d'une manière importante, mais on n'avait pas le choix que de coder pour utiliser les ordinateurs dans la fin des années 70, années 80. Là, se développaient des systèmes d'exploitation plus sophistiqués. Évidemment, Mac qui a popularisé la souris et les fenêtres et qui était une si belle révolution dans l'informatique. Windows qui a suivi derrière et qui a popularisé cette exploitation. Ça, on voyait cette tendance qui était très forte et en même temps, ça changeait complètement la façon de programmer, de coder. On était d'un côté ras du métal à quasiment tout réinventer chaque fois qu'on développait quelque chose. Et dès qu'on voulait faire un jeu, il fallait être très proche de la machine, donc ça amenait à aller très bas dans la machine. Si on voulait utiliser des systèmes d'exploitation plus sophistiqués, on perdait en performance, notamment graphique. Et donc, il y avait toute cette stratégie de contournement, d'innovation, de créativité qui amenait des muscles très différents de conception. Qui me paraissait être une vraie évolution. C'est-à-dire, je voyais que tous ceux qui créaient des jeux en assembleur sur Apple II seraient pas en capacité de faire forcément des grands jeux sur Mac parce que c'était une façon d'aborder la création de manière très différente. Il y avait aussi de plus en plus d'images et les jeux étaient très tournés autour des codeurs dans les années 80. Je me disais que l'image et d'une manière plus générale, la création au sens large, j'ai compris le game design allait prendre de plus en plus de poids. Donc c'est ces mélanges de convictions que le Mac et Windows seraient les deux plateformes dominantes, que de travailler en C, C++ avec des logiciels, des systèmes d'exploitation plus sophistiqués, et puis faire une place pour les créateurs, les graphistes, les game designers. C'était ce qui allait faire l'avenir du jeu vidéo. Et je le disais en tant que quelqu'un qui s'était essayé un petit peu à titre personnel à la création de jeux, qui consommait beaucoup de jeux. Et c'est ce qui a amené la société qui s'est appelée Callisto, alors qu'il s'appelait Atreides Concept quand je l'ai créé, mais Callisto à naître. Donc, en 1990, hein. Ouais, ça démarrait en 89. Alors en fait, ça démarrait. Donc 19 ans. Ah oui, alors il y a eu un avant, c'est-à-dire que à 18 ans, je me suis avec des copains avec lesquels je piratais, on échangeait des disquettes comme toi tu l'as fait. On s'est retrouvé à un été à lancer un projet, alors qui était plutôt en fait plus sur un modèle coopératif, une sorte de collectif. Voilà, un ancrage très très culture communiste historique, familiale et puis conviction personnelle qu'on partageait tous. On s'est retrouvés à être tous ensemble dans une maison un peu pourrie que m'avait prêté mon grand-père en bord de la gare d'Arcachon. Et dans cet environnement, on s'est dit on va développer des jeux. Donc on a commencé à
à coder un peu dans tous les sens. Il se trouve que il y avait un des responsables d'Apple qui passait ses vacances au Pilat. Je me suis débrouillé pour le rencontrer. Apple France. Enfin, non, à l'époque, c'est Apple Monde. Alors, c'était Apple Europe. C'était en fait une personne qui s'appelle Jean Calmont, qui était un très proche de Jean-Louis Gasset, qui était un des dirigeants d'Apple à l'époque, Apple France, puis après Apple Monde. Et Jean passait ses vacances, toujours d'ailleurs, à Arcachon, et j'ai eu la grande chance de pouvoir le rencontrer. On insiste un peu, et puis c'était un moment en fait, un coup du chance où Apple relançait les Macintosh. C'était des machines qui étaient plutôt chères, très chères, vendues à pour des usages professionnels, beaucoup dans la PAO, tout ce qui était communication, imprimerie, édition. Agence de publicité. C'est mon métier d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu. Ouais. Voilà, et donc il lançait des Macintosh moins chers, qui s'appelait. Il travaillait sur une machine qui s'appelait LC, low cost, Macintosh LC, et puis le classique qui revenait des machines plus accessibles, plus grand public. Et donc je disais que c'était pas idiot d'avoir des logiciels grand public, des jeux. Et donc c'était plutôt une très belle combinaison, puisque au fond on a réussi à connecter ce que nous on avait envie de faire, qui était né encore une fois de cette envie de créer, et puis en même temps ce moment où Apple avait besoin de logiciels grand public. Et on a rencontré des gens d'Apple France qui s'occupaient des relations avec tous les développeurs, et puis on a eu une vraie connexion avec des gens exceptionnels chez Apple France. Apple France, c'était une filiale qui comptait beaucoup. C'était la première filiale internationale vraiment qui avait marché, et Apple était très fort aux États-Unis et en France. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que Microsoft a suivi le même chemin, c'est-à-dire que il y avait la France comme premier marché d'exportation devant tous les autres pendant très longtemps. Alors je sais pas. Donc on avait accès à pas mal de monde de l'entreprise de par ce biais. Je sais pas si Apple, mais en tout cas, il me semble que le siège Europe de Microsoft est en France, non? Alors aujourd'hui, le siège, à l'époque, dans les années 90, Apple France, Apple Europe était à Paris. C'est Pascal Cagny qui a tout déménagé en Angleterre, donc il a exporté Apple en Grande-Bretagne, mais Microsoft qui avait effectivement non pas seulement le siège France, le siège Europe, mais aussi le siège international, c'est-à-dire que la personne qui dirigeait et qui jusqu'à très récemment dirigeait l'ensemble des ventes dans le monde, le directeur commercial de Microsoft est un Français exceptionnel qui s'appelle Jean-Philippe Courtois, pour lequel j'ai le plaisir de travailler aujourd'hui, qui était basé à Paris. Aux Ulysses, seulement ouais, ici les Moulineaux. D'accord. Juste en bord de périphérique. Alors au début c'était aux Ulysses, effectivement, pas très loin d'Apple justement. Mais donc Microsoft est resté une entreprise. Il y a beaucoup de Français et des gens qui ont fait des belles carrières, à des postes de responsabilité, et dans l'ingénierie et dans la direction commerciale. Donc il y a toujours un ancrage très très français chez Microsoft. Apple l'a un peu perdu après que Pascal ait redistribué tout en Angleterre. Alors, tu me parles de ce collectif de jeu. Ensuite, tu me dis, j'ai rencontré. Donc, ce collectif, c'était vraiment la matrice. Ouais. Après, on était jeunes, on s'est un petit peu dispersés, on s'est fâchés entre nous. On avait des divergences de vues sur la stratégie à suivre, et on s'est séparés. Et je suis parti avec une des personnes de ce collectif qui s'appelait Philippe Laqueuet, et puis on a démarré ce qui est devenu Callisto. Voilà, puis j'ai reconnecté après avec mes camarades, et c'est des gens dont qui j'ai une amitié, un amour très fort, mais là à l'époque c'était la matrice n'a pas prise, et eux sont partis dans leur direction, et moi j'ai monté Callisto avec. Alors sur Atred qui est devenu Callisto, donc vous êtes partis à deux, tu es utilisateur de jeux vidéo, tu codais un peu, mais à l'époque, dis-moi comment tu as l'idée de créer un jeu, comment tu crées ce jeu-là, avec quel langage, et comment ça marche quoi? Alors c'est tout simplement une histoire. Encore une fois, on avait déjà malgré tout 10 ans d'expérience de jeu, puisqu'on a démarré la programmation vers 7, 8, 9 ans. Moi, j'étais pas le plus doué du tout. Maintenant, je me suis forcé de rassembler des gens qui avaient du talent. Philippe était beaucoup plus brillant et beaucoup plus intelligent et beaucoup plus capable. Assez vite, on a recruté beaucoup de gens avec qui on piratait, on échangeait des jeux, on faisait beaucoup dans adolescents, on se appelait des démo parties, un petit peu comme les game jams d'aujourd'hui. Donc on se retrouvait pour coder et on se lançait des défis. Est-ce que tu peux afficher ça? Est-ce que tu peux développer telle routine musicale? Je travaillais avec des gens absolument passionnants qui avaient des talents dans tous ces métiers. Donc je les ai réunis petit à petit. Donc c'est une aventure vraiment collective. Et la scène dite de la démo, qui était encore une fois
une sorte d'underground créatif des technologies de cette époque, a été un des premiers viviers de talents. Alors après, j'ai pas complètement arrêté mes études parce que si j'avais décroché la prépa, je me suis inscrit à un IUT informatique qui était dans l'idée plus proche de ce que j'avais envie de faire. Je me lançais dans la création d'entreprise, mais j'étais pas vraiment un entrepreneur. Encore une fois, l'idée c'était de faire des jeux, et l'entreprise était qu'un moyen. Et au fond, assez vite, je me suis aperçu que peut-être il y avait quelque chose de plus durable. Et finalement, l'IUT m'a donné 2-3 perspectives sur ce à quoi l'informatique pouvait aussi être utile. Et si on a créé l'entreprise sous le nom d'Atreides Concept et non de Callisto était la marque sous laquelle on créait des jeux, c'est qu'on a commencé une activité d'informatique professionnelle, parce que sur le coup, développer des jeux vidéo à l'époque, c'était vraiment pas du tout une activité, c'était pas un marché. Enfin, pour donner des chiffres, 150 millions d'euros à peu près de ventes de jeux vidéo quand on a démarré. Aujourd'hui, c'est 150 milliards. Ça veut dire la proportion de croissance et marché global, ça a été, mais à l'époque, marché global. Ouais. Donc, c'était une activité très marginale. L'argent était plutôt chez les distributeurs, donc dans les magasins. C'est eux qui gagnaient des sous, et éventuellement, petit à petit, les éditeurs ont commencé à gagner un peu de sous, et c'est le début des naissances des entreprises comme Ubisoft, c'est l'essor d'Electronic Arts aux États-Unis et d'autres. Mais les développeurs, c'était des gens qui n'étaient pas dans la chaîne de valeur. On leur donnait un forfait, et puis éventuellement, si voilà, il avait la chance de créer un jeu, donc ils n'allaient pas en plus demander à être payés. Donc c'était pas simple quand on crée une entreprise pour créer des jeux, parce qu'on voulait vraiment être dans cette amont de la chaîne de valeur, parce que je pensais qu'elle allait se développer de manière de plus en plus forte, parce que j'avais aussi cette culture et cette pratique du jeu en ligne, et je me disais que ayant démarré 10 ans après des Ubisoft et autres, ça servait à rien de fabriquer des boîtes et de monter un réseau de distribution physique, parce qu'au fond tout serait dématérialisé assez vite. Bon. Alors, on a quand même tâtonné, on a essayé d'éditer des boîtes, ça n'a pas été une bonne expérience. J'ai fait de l'informatique professionnelle, donc on a fait des choses très improbables, un logiciel de gestion de boutique de prêt-à-porter. On vendait dans le nord-est de la France, donc habitant Bordeaux, c'était pas super pratique, mais donc on équipait des boutiques qui étaient dans le nord-est de la France. Depuis Bordeaux, on a fait un logiciel de gestion du parc informatique de la DGA aussi, donc des trucs assez différents les uns des autres, pour faire tourner la boîte et avoir les moyens de faire des jeux. C'était que vous deux? C'était Philippe, c'était moi. Alors il y a eu tout un tas d'indépendants qui sont venus, puis petit à petit on a créé une équipe. Je peux citer tous ceux qui ont eu le bonheur de nous accompagner, qui sont toujours des amis, et pour beaucoup qui ont vécu l'aventure Callisto et au-delà. Mais effectivement, c'était beaucoup de gens avec qui j'avais codé, piraté, qui sont venus dans cette aventure à différents moments. Alors, et puis un mentor qui s'appelait Pierre Delavenne, qui était un banquier retraité, qui m'a apporté aussi tout ce qui était une gestion d'entreprise que je connaissais pas, et quelqu'un qui a été très important dans ma vie et très important dans la vie de cette boîte. Alors, quand on parle de logiciel, on parle souvent d'éditeur de logiciel. Donc, éditeur, ça signifie que tu vas sortir un jeu, le présenter et trouver une société ou une entité ou un éditeur qui va le diffuser. Hein. C'est à peu près ça, c'est comme un bouquin en fait. C'est tout à fait ça. Donc comment... Alors encore une fois, le pari étant de dire que parce qu'on aurait développé un peu de moyens, et on le faisait au début de notre informatique professionnelle, ensuite Apple a investi dans l'entreprise, donc ça c'est aussi quelque chose de très fort. Ça, je voudrais que tu m'expliques un peu. Voilà, explique-moi le premier jeu et pourquoi Apple va financer, va investir dans l'entreprise. Comment ça se passe, le début, quoi? Alors, au début, on fait beaucoup de portage. C'est-à-dire que au début, on s'est positionné auprès des entreprises existantes, Ubisoft, Infogrames, Loriciel à l'époque et d'autres, Electronic Arts, en leur disant on est les spécialistes Mac et Windows, parce qu'encore une fois, c'était une approche assez homogène de l'informatique. Et aujourd'hui, c'est une évidence Mac et Windows, mais à l'époque, ça l'était pas du tout. Hein. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans un monde. Windows 2. C'était Windows 2, 3.1, surtout après à partir de 92-93. Oh, mais c'était un moment où le Mac était très cher, pas du tout au grand public. Apple ne savait pas forcément vendre au grand public. Ça s'est vraiment développé après le retour de Steve Jobs. Autant vous auriez pu aller sur Amiga ou sur voilà, sur les machines, Atari, c'était Atari, absolument, Atari, Amiga, PC-DOS. Mais encore une fois, il y avait déjà des développeurs exceptionnels
sur Atari, sur Amiga, notamment en Angleterre, les Bitmap Brothers, il y avait Psygnosis, il y avait des créateurs exceptionnels. Donc nous, on voulait aller dans l'étape d'après. Encore une fois, on pensait que Atari et Amiga laisseraient la place au Mac et à Windows et au PC. Et on a fait ce pari en 90-91, donc c'était un pari qui était pas du tout gagné. Il se trouve que ça a été un bon pari, donc il nous arrivait 2 moments forts. On a connecté avec Apple, donc par le biais d'abord de cette rencontre avec Jean Calmont, la relation avec les équipes de Jean-Éric Garnier qui s'occupait des relations développeurs, Brieux et Gaëlen, et des tas de gens formidables, Emmanuel Marot, Gilles Anctil, et tout cela nous ont fait confiance. Donc on était très présent dans les lancements des Macintosh moins chers. On a fait donc on a apporté des jeux d'Ubisoft, un jeu qui s'appelait Pick and Pile qu'on a fait pour Ubisoft sur Mac. On a adapté des jeux d'Electronic Arts, de Bullfrog, Powermonger, donc des jeux plutôt de simulation d'Electronic Arts. On a développé plein de choses. Ça nous a donné aussi les moyens de comprendre mieux comment on pouvait aborder la problématique de création de jeux et amener ces idées nouvelles qui étaient encore une fois utiliser des librairies de code qui n'était pas quelque chose de très fréquent. On refaisait quasiment tout à chaque fois, d'intégrer des graphistes, d'intégrer des game designers dans un processus plus structuré, là où c'était plutôt très organique, la création de jeux, et au fond d'arriver à essayer de créer des univers plus riches, plus forts, et c'est ce qui nous a progressivement amené à chercher des financements. Et d'une conversation en emmenant une autre, Apple nous aimant beaucoup, Apple Europe a dit tiens, on peut vous aider, on peut vous financer. Et leur idée c'était de développer plus de jeux pour Mac et aider Apple à pénétrer les marchés grand public familiaux. Et donc on a eu cet investissement, j'avais 21 ans. Tu vas aller fréquenter Cupertino et tout ça ou non? Bah si, par la force des choses, j'allais là-bas. À l'époque Scully ou non? J'ai pas rencontré Scully, j'ai rencontré des dirigeants d'Apple, mais il faut bien avoir en tête qu'encore une fois, Apple était très présent en France, et donc il y avait des gens très décisionnaires, qui étaient au cœur de la vie de l'entreprise en France, et il y avait ce rapport très particulier. Et c'est assez vite pareil avec Microsoft, donc assez vite, une des choses qu'Apple a, je crois, très intelligemment encouragé à faire, c'était qu'on soit pas uniquement sur Mac, et c'est eux qui nous ont dit regardez d'autres plateformes et soyez pluri-plateformes. C'est une garantie pour nous que vous soyez les plus forts possibles et donc les plus intéressants pour Apple. Et encore une fois, Windows, on était assez convaincus que ça deviendrait un système d'exploitation qui marcherait bien. Donc on a fait nos premiers jeux sur Windows 3.1. C'était pas facile, c'était pas une machine, c'était pas un système d'exploitation très pensé pour le jeu, mais on a aussi connecté avec les gens de Redmond de Microsoft et c'était aussi d'extraordinaires rencontres. Ce qui m'a amené quelques années après à être sur scène. On était sur scène avec Bill Gates, les Rolling Stones et Jay Leno, puisqu'on a fait le premier jeu pour Windows 95, un jeu de voiture qui s'appelait Alonso Junior, du nom d'un pilote d'Indianapolis, Arcade Racing. Donc on s'est retrouvés très très proche de Microsoft avec tous ceux qui ont créé ce qui s'appelait DirectX, c'est-à-dire toutes les composantes images, animation 3D qui aujourd'hui fait partie de Windows. Donc c'était le tout début de cette aventure et de cette connexion avec Microsoft. Donc très porté par cette relation Microsoft-Apple. Et d'une manière générale, on a toujours essayé de connecter avec ceux qui faisaient les plateformes. Donc on a assez vite eu la chance de connecter avec Sony qui lançait la PlayStation, et on a fait un des tout premiers jeux PlayStation aussi, Nightmare Creature. Ça a été aussi une grande et belle aventure avec une entreprise anglaise qui s'appelle Videologic, qui a fait une puce qui s'appelle PowerVR, qui aujourd'hui équipe tous les iPhones. Et on a fait les tout premiers jeux 3D qui tournaient sur ces puces-là, ce qui nous a amené, parce qu'ils travaillaient avec Sega, et qu'ils fournissaient une console qui s'appelait la Dreamcast, a beaucoup travaillé avec Sega. Et tout est fait comme ça. Enfin, la vie de l'entreprise s'est faite par des rencontres. Moi, j'avais cœur à aller beaucoup dans les salons professionnels, à aller visiter les éditeurs. Donc, beaucoup aux États-Unis, c'était 50% de nos ventes. Assez vite, le Japon. On a eu la chance de faire un jeu avec un créateur génial qui s'appelle Sébastien Vlor, qui avait fait un jeu qu'on a appelé Fury of the Furries, qui est un jeu très 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 gameplay. Et puis, on a rencontré des gens de Namco, l'éditeur de Pac-Man. Oui, et ça a été aussi une magnifique rencontre. On a fait un jeu marque Pac-Man, ça aussi, ça nous a beaucoup marqué. Le jeu, on l'a fait sur plein de consoles, dont la Game Boy. Nintendo l'a trouvé tellement bien qu'ils ont décidé de l'éditer directement. Donc, on a été édité par Nintendo, ce qui nous a aussi beaucoup aidé à développer le Japon. Donc, assez vite, le Japon est devenu un débouché très fort pour nous. Et donc, ces éditeurs qu'on allait voir, assez vite, c'était des grands éditeurs américains, des grands éditeurs japonais. Et ça a permis à la boîte de se développer de manière assez remarquable pendant plus de 10 ans.
Alors, il y a eu plein de péripéties, je peux les raconter, parce que l'entreprise, si elle marchait très bien, elle était aussi dans un secteur très concurrentiel, très difficile. Le jeu vidéo, on remet un peu toute la machine, on remet toute la vie de l'entreprise à chaque fois qu'on fait un nouveau jeu. Hein. Et puis, la vie d'un jeu, elle est courte, donc il faut se renouveler sans cesse. Et donc on a beau, et puis les coûts de jeu, les coûts de production de jeu augmentent de manière très significative. Donc c'est vraiment un marché pas simple. Là, c'était quel langage? C'est un langage commun, non, même pas? Comment? Alors, on programmait en C, en assembleur, et on développait nos propres librairies. Donc, on avait une ensemble de librairies qui s'appelait Lipsys, qu'on avait développé, puis après des outils et des moteurs propriétaires qu'on développait pour chacun de nos jeux. Donc, assez vite, notre métier est devenu un métier de production de jeux originaux qu'on finançait par nous-mêmes et qu'on vendait à des éditeurs. Donc, un studio, en fait. Sony, comme un studio. Alors, moi, j'étais très inspiré par ce qu'avait fait George Lucas, ce que faisait Pixar, en me disant, voilà, Pixar, c'était un modèle pour moi. C'était, on crée des choses exceptionnelles, et Pixar distribuait via Disney. Donc, j'abordais les choses de la même façon. Donc, on travaillait avec Konami, on a travaillé avec Square, on a travaillé avec, plein Activision. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et à côté de ça, on utilisait les technologies, les moteurs de jeu qu'on avait développés pour faire des adaptations avec des marques. Donc on réutilisait à des coûts beaucoup moindres, parce qu'on avait amorti nos technologies sur des jeux originaux. On faisait des jeux pour des licences de films. On a fait le 5e élément, on a fait SpongeBob, on a fait Lucky Luke, on a fait plein de jeux sur console, sur PC, en utilisant nos moteurs et en utilisant des marques pour faire des jeux moins chers. On se forçait à faire des jeux de qualité, c'était pas toujours le cas honnêtement, mais ça permettait d'avoir un équilibre financier, que l'entreprise se développe de manière assez robuste. Donc vous gagnez beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent, on était profitable. L'entreprise est 15% de résultat net, avec une croissance à 2-3 chiffres. Maintenant, beaucoup d'exigences de financement, parce qu'encore une fois, même quand on a démarré, faire un jeu, ça coûtait 50 000 euros. Au bout de quelques années, c'était 500 000 euros. Quelques années après, c'était 5 millions d'euros. Ensuite, on est arrivé à des jeux de 10, 15, 20 millions d'euros. Donc, vous avez beau faire 15% de résultat net, il faut être capable de refinancer l'entreprise. Donc, Apple nous a aidé à un moment clé. Arrivé au milieu des années 90, on a cherché des financements. Il y avait pas de start-up en France, il n'y avait pas de venture capital. Et pour ceux qui existaient, enfin pas beaucoup, mais pour ceux qui existaient, alors le jeu vidéo, c'était certainement pas un marché sérieux. Donc on n'a pas trouvé de capitaux financiers, et c'est là qu'on a décidé d'aller voir des groupes industriels. Étonnamment, on a discuté longtemps avec IBM, qui était intéressé par investir, et finalement c'est le groupe Pearson, un groupe anglais qui était propriétaire de maisons d'édition, de sociétés de journaux, de Financial Times, Les Échos, Les Échos à l'époque, Sky Television ensuite, Penguin Books, qui avait racheté un de nos distributeurs, Software Toolworks, aux États-Unis, et qui avait le souhait d'étoffer un peu ce réseau de distribution par des studios intégrés. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé partie intégrante du groupe Pearson. Donc moi, je continue à diriger l'entreprise. Ça n'a pas changé, je dirais, le quotidien de l'équipe et le travail que nous faisions. Moi, ça a changé ma vie parce que je me suis retrouvé avec beaucoup de sous, puisqu'ils ont racheté l'entreprise, et tout en continuant à diriger Callisto, qui a changé de nom pour ces quelques temps. Nous étions dans ce groupe, parce que j'ai racheté l'entreprise ensuite, on pourra raconter, mais en tout cas, je me suis retrouvé avec un peu de sous, et c'est là où vraiment je me suis découvert entrepreneur. On est en 95, donc là on est lancement de Windows 95, on travaille sur ce premier jeu PlayStation qui s'appelle Nightmare Creatures. On a un très très gros jeu d'aventure avec un univers très riche porté par une créativité d'une équipe incroyable, Frédéric Lemaine, Guillaume et beaucoup de créateurs incroyables. Donc on est dans cette dynamique d'aller au bout de notre idée, de notre rêve. On a investi, on a racheté une maison d'édition de livres, une maison d'édition de jeux de rôle. Et Guillaume Le Pennec, toute cette équipe crée quelque chose d'incroyable, et qu'on met en image. Donc on fait vraiment je crois qu'on marque ce moment-là de la création de jeux PC, et c'est un moment où j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir aussi compter sur les moyens d'un filiale de Pearson pour se faire connaître. Donc c'est que du bonheur. Mais à côté de ça, j'ai cette envie d'entreprendre qui me reprend. Je me dis, avec ces sous, qu'est-ce que je peux faire? C'est le début du web, donc j'accompagne 2 web agencies qui se créent. J'ai une passion historique pour la culture latine, grecque, la culture indo-européenne, et je découvre la culture chinoise. Enfin, j'ai découvert un petit peu avant, en lisant un livre d'un sinologue qui s'appelle François Julien, qui s'appelait Du détour et l'accès, et ça me donne très envie de découvrir la Chine. Comme j'ai un peu de sous, je pars en Chine, et c'est le tout début de la Chine, de l'ouverture.
au début, j'y vais en me disant, je vais découvrir le pays, j'ai envie d'y vendre des jeux vidéo parce que je pense que c'est comme je vois le Japon, la Corée s'ouvrir aux technologies, l'appétence qu'il y a pour toute cette créativité autour de la technologie. Et puis bon, en arrivant en Chine, je déchante un peu parce que je vois qu'il y a très peu d'ordinateurs. C'est plutôt. C'est pas la Chine d'aujourd'hui, ouais. C'est pas la Chine d'aujourd'hui, ça a tellement changé, c'est incroyable. Mais à l'époque, bon, mais par contre, il y a un enfant par famille, un pouvoir d'achat qui augmente. Et en parlant avec des parents, je vois qu'il y a des parents très anxieux de l'éducation et l'avenir de leurs enfants, comme beaucoup de parents le sont, bien sûr. Mais la Chine a vraiment balayé par la révolution culturelle beaucoup de son enseignement. Beaucoup de profs ont été exterminés dans des conditions terribles dans ce moment de l'histoire de la Chine. Et d'une manière générale, la qualité de l'éducation et la qualité des matériels éducatifs est pas extraordinaire. Mais à côté de ça, il y a plein d'éditeurs de livres qui viennent voir Callisto. Alors, évidemment, il y a les cousins de Pearson chez Penguin Books, mais il y a aussi des gens d'Hachette, de Flammarion, avec lesquels on travaille sur des projets de CD-ROM. C'est le support de l'époque. Et donc, je travaille sur des différents projets pour Callisto d'applications tirées des livres pour enfants. Et puis, je me dis, mais c'est incroyablement intéressant. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec l'édition de livres pour enfants en Chine. Donc, c'est là où je me découvre entrepreneur parce que je me suis dit, tiens, il y a un besoin. Bon, voilà, il y a un besoin d'éducation des parents chinois pour leurs enfants. Il y a un pouvoir d'achat qui augmente, un enfant unique, ils ont des moyens. Et puis moi, je suis en contact avec ces maisons d'édition. Donc, je commence à discuter avec mes amis de Playback qui ont fait un best-seller, l'édition pour enfants qui s'appelle Les Incollables. Et je dis, voilà, est-ce que vous faites quelque chose en Chine avec Les Incollables? Je rencontre François Fauché, le père du fondateur, du créateur de Père Castor. Et je lui dis, mais est-ce que vous faites quelque chose avec Père Castor en Chine? Et j'achète des droits pour la Chine. Et je monte une maison d'édition. Tu vas voir, je sais pas, mon Père Castor, c'est peut-être Flammarion ou je sais pas qui. Ouais, c'est ça, Flammarion. Tu vas voir Flammarion, François Fauché. Voilà. Ouais. Et tu leur dis, vous distribuez pas en Chine, moi je distribue pour vous. Exactement. J'édite pour vous. Alors c'était plus que distribuer, puisque l'idée c'était de faire une version adaptée à la Chine, donc traduite évidemment, le cas échéant adaptée dans les dessins et faite pour le pays. Donc là on parle de livres, hein. On parle pas de jeux. De livres. Non. Mais c'est pour ça que je dis j'étais parti en Chine parce que j'étais curieux de découvrir ce grand pays et cette grande culture. J'étais latiniste, helléniste et pour moi c'était extraordinaire de découvrir cette autre grande culture mondiale. Et en même temps, voilà, j'avais envie d'entreprendre. Alors on a quand même fait des deals. On a fait un deal avec une petite équipe qui dépendait d'un ministère. Il y avait une trentaine de personnes. C'était le ministère de l'électricité ou de la technologie. Et on a vendu la licence d'un autre jeu de voiture, Ultimate Race, et alors cette petite équipe est devenue Lenovo. Donc c'était vraiment incroyable de voir la Chine s'ouvrir. Moi, je marchais dans les rues de Chine, alors de Shanghai, mais avant, alors en fait, je suis allé dans la ville, une ville très connue aujourd'hui, qui est une ville jumelée à Bordeaux, qui s'appelle Wuhan. Ah, la fameuse. Et donc moi, j'allais à Wuhan parce que c'est là où on a pu avoir des autorisations d'éditeurs, parce que on pouvait pas éditer quand on était étranger. Donc là, on a pu, grâce, je dirais, à l'amitié de la ville de Bordeaux, la ville de Wuhan, de la province Aquitaine avec la province Roubaix, qui est la province de Wuhan, d'avoir des facilités et puis pour commencer à éditer en étant une entreprise étrangère. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et on a monté une maison d'édition. Alors avec d'autres gens, avec Chen Shi, qui était un étudiant chinois qui a étudié le français à Bordeaux, qui m'a été présenté par des amis avec qui je suis allé en Chine et qui m'a fait découvrir son grand pays et qui est devenu le directeur général de cette entreprise. Et après, on a monté une équipe avec des gens qu'on a recrutés en Chine, en France, des talents incroyables, certains qui m'ont suivi ensuite sur Callisto. Et on a commencé à adapter Les Incollables pour l'éditer en Chine, le Père Castor, et on l'a édité. On a édité le Père Castor, Les Incollables, et ça a plutôt très bien marché pendant 5 ans. Donc, une histoire complètement dingue. Mais au fond, cette édition de livres, cet éditeur de livres en Chine, ces 2 web agencies que j'ai fait, pour l'une avec mon ami cher Emmanuel Etchepard, qui s'appelait Ludexpress, et l'autre WCube, avec Laurent Latière et Christophe Chatillon, qui est aujourd'hui une agence de Publicis, qui travaille dans le monde de la publicité. Donc elle a eu son destin. Donc ces aventures-là entrepreneuriales m'ont fait réaliser que, au-delà d'aimer créer des jeux, j'aimais aussi partir sur des nouveaux métiers, des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités, rassembler, trouver les moyens et arriver à essayer de donner une dynamique pour réussir à un projet entrepreneurial. Tu avais quitté Pearson? Non, je faisais ça en parallèle. D'accord. Et voilà. C'était pas concurrent, ils étaient évidemment au courant. Et pour peu que je faisais bien mon boulot pour Callisto, je pouvais faire ça à côté. Alors, qu'on soit clair, les web agencies, j'étais pas opérationnel au quotidien, mais j'étais impliqué et je les accompagnais. La boîte en Chine, c'était beaucoup plus exigeant parce que là, sur le coup, c'est moi qui m'en occupais.
Et c'était très, oui, ça faisait des journées très longues. Donc, je démarrais, je me levais vers 5h30, 6h. J'étais dans ma boîte chinoise. Alors, depuis Bordeaux, le matin, j'y étais de 6h30 jusqu'à 8h30, 9h. Après, je partais à Callisto de 9h à 9h, donc 9h à 21h, 21h30. Après, j'allais dîner dans un restaurant qui était ouvert tard et qui est un des restaurants que j'aime beaucoup à Bordeaux. J'en fais la pub, le Scopiton. On mange très bien. Et ensuite, je repartais dans ma boîte chinoise qui était juste à côté, dans les bureaux étaient juste à côté. Je me couchais vers 1h, je me relevais à 5h, 6h et je redémarrais comme ça. Et tous les 15 jours, je partais 3 jours en Chine. Puis après, je partais au Japon. On avait une filiale de Callisto. C'était encore une fois notre deuxième marché. J'avais eu l'occasion d'y aller avec Jacques Chirac 2 fois, donc qu'on commençait à avoir vraiment et une activité et une notoriété. Le président m'avait emmené avec lui parce que on y faisait. Il y avait pas beaucoup de boîtes de jeux vidéo qui exportaient au Japon, donc il trouvait ça intéressant. Donc j'allais passer une semaine en Asie et ensuite partir une semaine aux États-Unis. Donc on a progressivement développé une filiale là-bas. Alors quand on était chez Pearson, j'avais même la maison mère qui était à San Francisco. Puis ensuite on a établi notre propre siège là-bas et ensuite on a racheté une équipe qui était à Austin au Texas. Donc on a développé une présence américaine. Et puis je passais une semaine aux États-Unis, je revenais en France. 2 semaines, 3 semaines, je repartais en Asie. Donc je travaillais beaucoup, je voyageais beaucoup. Et c'était un peu un cycle continu. Tu dis, on l'a gardé à peu près 5 ans, l'édition en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé au bout des 5 ans? Je l'ai revendu, en fait. Après, entre-temps, j'ai racheté Callisto à Pearson. Pearson a souhaité s'investir dans d'autres domaines, et notamment la télévision. C'était Sky Télévision, beaucoup, qui monopolisait ses ressources. Et puis, assez vite, on était tout petit. Donc, quand un groupe comme ça décide de se repositionner, on peut partir avec l'eau du bain, mais moi j'avais envie que l'entreprise continue son destin, donc je l'ai racheté dans de bonnes conditions, c'est-à-dire moins cher que je l'avais vendu, ce qui m'a permis de réinvestir dans la boîte, de l'aider à se développer. Et puis ensuite, petit à petit, elle a continué à se grandir, à grossir, et c'est vrai qu'à un moment, j'avais plus le temps pour tout faire. Donc j'ai vendu les autres projets pour me concentrer pleinement sur Callisto. Puis on est rentré en bourse, ça a été aussi une aventure pas très heureuse, mais ça a été très exigeant en temps à ce moment-là. On est en 99 à ce moment-là. Justement, ça va mal se passer. Donc, tu es allé en bourse. Ça a été une erreur? Oui, clairement. En fait, la réalité, c'est que l'entreprise a donc marché très bien, 15% de résultat net pendant 10 ans, croissance à 2 chiffres minimum tous les ans. Mais le secteur du jeu, encore une fois, l'appétit des joueurs pour des expériences plus immersives, plus grandioses, fait que le coût des jeux continue à augmenter de manière très significative. Donc, il faut tous les 4-5 ans, tous les 4 ans, trouver des sources de financement pour continuer à faire la croissance du secteur, de l'entreprise dans ce secteur. Et il y a un de mes banquiers qui me recommande la bourse. C'était un moment où le Nasdaq était, c'est le début de la bulle Internet, c'est les startups commencent à être connues et il y a énormément d'argent qui va dans ce type d'entreprise et eux disent plutôt que d'aller chercher des capitaux privés ou des capitaux risqueurs qui étaient assez peu développés. Heureusement, ça a beaucoup changé depuis. Mais la bourse semble être une bonne option. Et l'erreur funeste, si je dois la résumer en 2 mots, c'est que on est parti avec un plan de développement assez ambitieux et assez peu de temps avant l'introduction en bourse, la banque m'a proposé une mécanique qui était finalement d'aller lever peu d'argent, ce qui permettait d'avoir une valorisation basse, ce qui permettait de nous faire connaître, disait-il, de valoriser l'entreprise mieux parce que elle aurait une perspective de croissance en bourse, donc du cours de bourse plus forte. Mais pour autant, on dépensait de l'argent. Enfin, en gros, on a lancé un plan d'investissement qu'on a partiellement financé au moment de l'introduction en bourse, avec l'idée qu'on reviendrait une année après pour chercher les fonds dont on avait besoin, puisqu'on avait déjà commencé à les dépenser, mais à une meilleure valeur et en ayant un marché qui nous connaissait mieux. Le hic, c'est que la bourse a explosé entre-temps et que l'argent qu'on avait commencé à dépenser, on n'a jamais pu le refinancer puisque la bourse s'est dérobée et ça nous a mis dans une situation d'étranglement et qui a été terrible parce que quand on s'est retrouvé face à l'explosion de la bourse, donc au printemps 2000, alors que j'étais devenu milliardaire et que j'étais beaucoup dans les journaux à cette époque-là, le marché s'est retourné et là ça a été vraiment des moments très très compliqués parce que on avait des charges fixes élevées puisqu'on avait grandi beaucoup, on avait investi dans des projets qui n'étaient pas vendus avec l'idée qu'on les finançait nous-mêmes pour après les vendre à des éditeurs. Les éditeurs ne voulaient pas acheter des jeux qu'on n'avait pas finis
parce que sur le coup, ils disaient peut-être qu'ils vont disparaître, et donc si je mets de l'argent, ça n'arrivera pas. Donc on était dans une situation de défiance qui était très compliquée. On était dans les médias tout le temps avec des gens qui étaient très arrêtés à la superficie et donc qui étaient assez assassins. Moi, j'ai eu des moments personnels très compliqués parce que j'ai perdu 8 membres de ma famille cette même année-là, plus Pierre Delavenne, mon mentor, qui nous avait accompagné comme directeur général de l'entreprise toutes ces années. Donc ça a été extrêmement dur. J'ai perdu mon père, mon grand-père, dans tout un tas de moments complètement décorrélés les uns aux autres. Mon père est mort d'une crise cardiaque. Mon oncle, mon parrain d'un problème pulmonaire. Ma tante, sa veuve et ses 2 enfants de 5 ans et 10 ans dans un accident d'avion. Oh. Donc c'est l'horreur, quoi. Donc c'est une année terrible où je sais plus où je suis, quoi. C'est-à-dire que d'abord il faut se battre parce qu'il y a des salariés, il y a des actionnaires qui comptent sur moi. Donc je mets tout ce que j'ai gagné dans mes autres entreprises en compte courant. Je fais les salaires pratiquement pendant 6 mois, j'ai fait les salaires de l'ensemble de mes collaborateurs avec mon chéquier perso. Donc c'est des trucs très compliqués. J'ai pris des dettes à ne plus non plus finir, et bon, ça n'a pas suffi. L'entreprise a fermé en 2002. Je suis sorti, j'avais des dizaines de millions d'euros de dettes. Donc j'étais vraiment ruiné, complètement. Les huissiers à la maison, les huissiers à la maison, tout saisi. Je pouvais pas acheter une baguette de pain. Quelle année à peu près? Donc c'était très très violent. Donc là, on est en 2002. 2002, d'accord. Donc très compliqué. Et en même temps, c'est là où on se découvre vraiment. C'est là où on découvre beaucoup de choses. Soit je me dis, soit je finis aigri et perdu, soit j'essaie de me réinventer. C'était ça un peu l'idée. Donc 2002, tu prends un coup sur la tête à tous les niveaux. Il doit te rester peut-être ton carnet d'adresses. Non, il reste d'abord mon épouse qui quand j'ai demandé en mariage, j'étais milliardaire. Quand on se marie, je suis avec les huissiers à la maison. Donc elle est phénoménale, elle est exceptionnelle, et elle est présente dans ces moments très compliqués. C'est dur pour elle, évidemment. On a un fils. Ça aussi, c'est très 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 fondamental. Une famille qui, malgré les épreuves terribles qu'on a traversées, reste soudée. Puis des amis et des amis très proches. C'est-à-dire que tu ruiné, parce que sans eux, j'aurais pas réussi à traverser ça. Tu perds même ta maison. Alors j'étais locataire, donc je perds pas grand-chose, mais tu aurais pu la perdre, plus rien. Non. D'accord, ok. Bah si j'avais une maison, oui, elle serait partie. Oui, tout ce dont j'avais hérité, tout ce dont j'ai hérité d'ailleurs, par tous ces décès, est parti pour éponger mes dettes. Donc alors, une partie parce que c'était pas assez. Donc j'ai perdu tout ce dont j'aurais pu hériter, plus. Bon, après, encore une fois, j'étais pas dans l'obsession matérielle, je ne le suis pas, même si évidemment c'est un problème quand on veut essayer de donner un minimum de confort à ses proches, à sa famille, à ses enfants, et voilà, c'est-à-dire qu'il y a des risques qu'on peut prendre pour soi-même d'entrepreneur quand on se retrouve avec une famille, avec des responsabilités. C'est très dur d'avoir à vivre à la fois la conséquence de ces moments de vie et en même temps de repartir sur ce qu'est construire une vie de famille. Donc c'est très 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 dur. J'avoue que j'ai une obsession à ce moment-là, j'ai peur de devenir cynique. Je suis convaincu que je vais perdre goût à la vie, aux autres. Et puis au fond, je sais pas, on se découvre dans ces moments d'épreuve, on découvre qui on est. Et j'ai découvert que finalement j'étais plus résilient, que j'avais une foi dans l'humain au sens large, même si j'ai vu des trucs vraiment dégueulasses dans les gens qui m'entouraient, dans les gens autour de moi, dans les médias, j'ai vu des trucs vraiment abominables. Bon, alors après, toute proportion gardée, je pense qu'il y a des choses pires dans la vie, la maladie, la mort des proches, des enfants, c'est sans doute beaucoup plus grave. Mais bon, c'est pas des moments simples. Avec l'amitié des amis, avec le soutien de beaucoup de mes collaborateurs, ma famille, ma femme, mes parents, enfin ma mère, nos proches, on traverse ça. Et puis des gens qui me tendent la main, donc Yves Guillemot, pour qui j'ai un très très profonde gratitude, fondateur d'Ubisoft avec ses frères, me propose de faire des missions de conseil pour Ubi. Ça se passe plutôt bien, et puis il me propose un job et je rejoins Ubisoft, ce qui me permet de retrouver un petit peu, faire un peu face, et donc ma gratitude pour la famille Guillemot, et puis ce que j'espère avoir apporté Ubisoft a été très très déterminant pour moi. Ça m'a permis pendant ces 3 ans de laisser la justice suivre son cours, me blanchir.
Et elle est lente, la justice. Le tribunal médiatique est beaucoup plus rapide. Donc, j'étais un peu massacré dans les journaux en tant que start-upper. Il y avait aussi l'exutoire des start-up. Donc, je disais, la bulle Internet avait explosé. Donc, il y avait cet exutoire des start-up et on était tous, voilà, on cherchait tous des têtes, des coupables, des exutoires. Donc, j'en suis devenu un pour la partie start-up et ça n'a pas été facile à porter parce que finalement, on s'aperçoit que au final, ce qu'on a fait et ce qui on est n'a plus d'importance. C'est l'image que les gens avaient de vous et c'est ce qui rattache à l'époque et au moment. Et ça devient une sorte de moment de tempête médiatique décorrélé des faits. Alors heureusement, la justice revient, me blanchit. Ça me permet de reconstruire. Je décide d'écrire un livre. Donc je quitte Ubi pour écrire ce livre et me consacrer à l'écriture. C'est pas une épreuve facile. Je suis pas un auteur historiquement, mais j'ai beaucoup de plaisir à écrire ce livre, même si c'est beaucoup de travail. J'ai la confiance de Stéphane Carrière des éditions Une Carrière qui me permet d'écrire. Et on sort ce livre, que je crois est un livre que je suis très heureux d'avoir écrit, où je raconte cette aventure Citizen Game. Je crois qu'on peut toujours trouver d'occasion sur Amazon. Et où je raconte l'histoire de ce qui m'a amené à l'informatique, aux jeux vidéo et cette histoire d'entreprise. Et ça me fait beaucoup de bien de l'écrire. Ensuite, je rejoins le groupe Lagardère et Fabrice Sergent, qui est un des pionniers d'Internet. Il a créé Club Internet avec Julien Mittelberg. Donc, je rejoins Julien et Fabrice pour développer des applications pour mobile. Donc, c'est aussi une conviction que j'ai que le mobile va devenir un support de référence. Alors, c'est avant l'iPhone. Donc, c'est quelle année à peu près ça ? Conviction. Donc là, on est en 2005, 6, 7, voilà. D'accord, l'iPhone va sortir vraiment, quoi, non, pas longtemps. Alors, il sort en 2007, mais bon, voilà, on démarre sur des téléphones Nokia, Sony Ericsson, Motorola, LG, etc. C'est quoi, Symbian, ce genre de choses, non ? L'OS. C'était la même époque, on fait plutôt des choses sur du Java, du Brew, donc c'était le WAP, donc c'était vraiment des technologies antidiluviennes, mais on fait de beaux produits, ça fonctionne, je crois, ça fonctionne bien, à l'aune de ce que le marché était, et c'est une aventure passionnante. C'est aussi une façon de renouer avec des équipes plus petites, avec une créativité qu'on avait peut-être moins dans des très grosses productions de jeux. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, jusqu'au moment où l'iPhone sort, et là je évidemment, comme beaucoup, je suis très Apple maniaque toujours, donc je deviens très fan de l'iPhone. Je vois aussi l'essor des réseaux sociaux et je me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer entre le mobile et les réseaux sociaux. À ce moment-là, Fabrice et Julien développent cette filiale de Lagardère qui va prendre son envol autonome et beaucoup se centrer aux États-Unis. Et bon, il se trouve que je suis pas prêt à aller aux États-Unis, que l'entreprise qui s'appelle Selfish à l'époque part dans des développements qui sont un peu plus loin des applications. Donc je décide de remonter une boîte et puis de le faire dans un mode une agence un petit peu, une structure qui va développer des projets. Et en même temps, j'ai envie moi de retrouver un petit peu goût à l'entrepreneuriat. Donc je commence à investir, à accompagner des startups. Très sincèrement, pas pour leur dire ce qu'il fallait faire, mais en pouvant au moins leur dire ce qu'il fallait pas faire. Et je prends un peu de toutes les expériences que j'ai eues et je m'implique beaucoup dans des incubateurs à Berlin. C'est un moment où les startups en Allemagne se développent vraiment de manière exceptionnelle. Je suis avec quelques camarades à lancer ce qui va devenir la French Tech, avec Philippe Devost à la Caisse des dépôts et consignations, avec Tariq et quelques autres. On imagine comment est-ce qu'on pourrait redonner goût ou donner goût simplement aux Français à l'entrepreneuriat et on lance ce French Tech en disant voilà, on voulait une sorte d'étendard et finalement ça a été une bonne idée et puis ça a été fait magnifiquement par tout un tas de gens. Donc il y a ce moment de d'ébullition où on recrée un peu les conditions d'un redémarrage après l'explosion de la bulle Internet, avec évidemment une maturation des usages des technologies, l'essor du mobile qui va tant transformer le quotidien de tous les citoyens du monde et des Français comme les autres, et donc riche d'opportunités. Et ça permet de se lancer dans de nouveaux projets entrepreneuriaux. Donc après la fin de Callisto, effectivement, la famille Guillemot me tend la main. Je travaille pour Ubisoft, ensuite pour Lagardère, puis après je recrée cette agence qui s'appelait Mimesis République. Je développe aussi mon réseau personnel en retrouvant l'appétit entrepreneurial, en rencontrant ces jeunes qui créent des startups à Berlin. En Corée, je deviens mentor de Spark Labs, qui est un des plus grands accélérateurs de Séoul. Puis en France, évidemment, j'ai des amis qui continuent les aventures entrepreneuriales. Il y en a une qui s'appelle Captain, qui a été montée par des amis proches, Laurent Latière, Christophe Chatillon,
accompagné de Vincent Barra et de quelques autres qui avaient déjà fait WCube que j'avais aussi accompagné précédemment. Donc voilà, je retrouve par les autres finalement cet appétit entrepreneurial. Mimesis fait de belles choses. On est au début de la musique streamée. On travaille sur un projet pour Orange qui s'appelle Warmy, qui va après fusionner avec Deezer. On développe des choses qui aujourd'hui sont très d'actualité autour des univers virtuels et de Facebook. Et au fond, je continue à défricher des idées, à trouver des nouvelles opportunités. Certaines marchent, certaines ne marchent pas. Ça m'amène, dans tout ce cheminement de vie, avec des projets qui s'arrêtent, des projets qui continuent, à faire aussi beaucoup de conseils. J'ai conseillé Arte, j'ai conseillé Google. Donc, c'était aussi très intéressant. Et puis, quelque part, je me pose des questions sur ce que je vais faire demain et après-demain. Et là, on arrive en 2014. Et au fond, j'ai deux choses qui m'arrivent à ce moment-là. La première, c'est que cette entreprise Captain qui a été fondée par Laurent Latière, Christophe Chatillon, Vincent Barra et rachetée par Microsoft. Et donc je me retrouve par mon implication aux côtés de cette équipe et cette entreprise à reconnecter avec un groupe que j'avais complètement perdu de vue. Étonnamment, en étant si proche de Microsoft dans les années 90. J'étais parti comme d'autres. Microsoft est devenu un peu monopolistique, un peu gros, un peu arrogant. Donc j'étais parti sur mon Mac, sur AWS, sur Google. C'était une boîte peut-être un peu avant qui perdait sa réputation en fait, Microsoft. Sur les forums, tout ça, on les appelait Microsoft. C'était vraiment le gros qui mange tout. C'était pas comme les pirates Apple, si tu veux. J'ai l'impression, après. Non, mais tu as raison. Enfin, je dirais que c'est l'image qu'elle avait. Alors, l'entreprise continue à bien performer, mais beaucoup plus dans l'informatique professionnelle. Elle avait encore une fois eu tous ces procès antitrust aux États-Unis et en Europe. Donc, c'était une entreprise qui a traversé des trucs compliqués, qui avait une culture de la vente qui était très efficace, mais en même temps, effectivement, elle avait perdu cette goût du produit, ce sens quelque part, cette mission. Et là, il y a un nouveau PDG, Satya Nadella, qui arrive en 2014, et me voilà, alors que j'avais cette image de Microsoft très lointaine, à découvrir cet homme incroyable, Satya Nadella, qui était un pur produit de Microsoft, parce qu'il a fait toute sa carrière, mais qui arrivait avec un souffle, des valeurs, une ambition. Qui succède à Steve Ballmer, c'est ça. Qui succède à Steve Ballmer et qui redonne, qui rompt avec des dogmes ou des habitudes que Microsoft avait et redonne un souffle incroyable à cette boîte. Et honnêtement, par le biais de mes camarades Laurent, Christophe, Vincent, je vis ça et je vois ça. Je me dis c'est incroyable. Par leur biais, je rencontre aussi des gens incroyables chez Microsoft et il y a un des corporate vice-présidents qui me propose de prendre un job de direction générale, un des jobs des postes de directeurs généraux de la filiale française. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que je peux est-ce que j'ai envie de réinvestir dans des secteurs que je connais bien? Je connais bien le jeu vidéo, mais au fond, je me découvre avec l'envie d'aller vers des nouveaux univers, vers des univers plus vierges, comme j'étais parti dans l'édition de livres pour enfants en Chine, comme j'étais parti dans les web agencies dans les années 90 ou les jeux vidéo à la fin des années 80. Et je me dis, mais qu'est-ce qui peut être la prochaine opportunité ou les prochaines opportunités? Et là, avec mon ami Emmanuel Etchepart, avec qui on avait fait une de ses premières web agencies dans les années 90, on se dit, mais tous ces entrepreneurs spatiaux qui sont en train de réinventer le spatial, parce que Elon Musk, Jeff Bezos avaient clairement indiqué que c'était l'endroit où il veut investir. Il construisait des infrastructures assez exceptionnelles. Ils étaient déjà en train de développer des programmes de fusées incroyables. Et Emmanuel et moi, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas au même moment que dans l'Internet des années 90? C'est-à-dire que entre les infrastructures qu'ont créées les agences spatiales, ces entrepreneurs qui vont, je dirais, amener un souffle, qui une certaine agilité, un souffle, un appétit, alors avec des rêves de grandeur un peu dingues. Elon Musk, il veut aller sur Mars. Jeff Bezos, il veut mettre l'intégrité de l'humanité dans l'espace. Mais tout ça tire toute cette infrastructure. Et au fond, est-ce qu'on n'est pas comme Internet? C'est-à-dire que au moment où l'infrastructure télécom, des acteurs comme les cartes Visa ou Federal Express étaient mûrs, c'est ça qui a permis à des Amazon, des Google d'émerger. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des infras existantes et on pouvait développer des services innovants par-dessus. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que Bezos, je crois qu'il l'a dit à un moment, sans Visa, sans Federal Express ou je sais pas qui, Amazon n'existerait pas, quoi. Voilà. Exactement. Ouais. Bah voilà. Donc tu vois, si je commence à citer Jeff Bezos dans le texte. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc voilà, donc on se dit voilà, ils vont arriver à créer des choses et la NASA a très tôt joué le partenariat public-privé, donc c'est
ça commence sous Bush en fait, hein, et ça s'est développé sous Obama, et Trump a récolté les lauriers précédemment semés, mais il y a donc voilà, ce partenariat public-privé où la NASA transfère des technologies, des infrastructures exceptionnelles à des entrepreneurs qui, eux, mettent leur argent. Et en gros, ça fait que ça double, triple les budgets consacrés au spatial de l'époque, puisqu'ils deviennent plus que simplement des contribuables. Et puis, ça amène surtout aussi cette appétence d'innovation, de prise de risque, qui est objectivement celle qui est la culture de la start-up. Donc, on se dit qu'avec Emmanuel, on a peut-être quelque chose à jouer. Et là, tu es toujours chez Microsoft, en fait. Hein. Non, je suis pas encore chez Microsoft. D'accord. Là, je fais des missions de conseil. Je m'interroge. J'en ai en 2014. Et on se dit avec Emmanuel, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer de faire? Il se trouve qu'on est, lui et moi, passionnés de science et de technologie. Donc, dans la continuité de Science et Vie de nos lectures de jeunesse, on se met à dévorer tout ce qui existe sur le spatial, et on tombe sur tout un tas de documents sur ce qu'est la recherche sur la Station orbitale internationale. Et on se prend de passion pour la vie dans l'espace, ou comment la vie évolue dans l'espace. Alors, une entreprise, c'est toujours une succession d'itérations, mais pour la faire très courte, on s'est aperçu que les plantes vivaient différemment, comme tout ce qui était vivant. Au fond, on a découvert que le seul paramètre de la vie sur Terre qui n'avait jamais bougé, depuis 4,5 milliards d'années que la vie existe sur Terre, c'est la gravité. Tous les autres paramètres, la température, la pression, l'humidité, la luminosité ont bougé de manière considérable. Ça veut dire qu'il y a des tas d'espèces qui sont mortes, qui ont évolué, et on a eu des dinosaures, j'ai des êtres humains, et par le biais d'évolution naturelle, la vie a beaucoup changé. Mais la gravité a toujours été la constante. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces évolutions darwiniennes, la gravité est devenue presque un point d'ancrage. Et quand on recrée la vie, comme on le fait sur la Station orbitale internationale, c'est-à-dire on est à 450 km d'altitude, on est protégé des rayons les plus mortels des radiations spatiales par la ceinture électromagnétique terrestre qui est un peu au-dessus, et on est dans un état de chute permanent. Et cette absence de gravité génère des phénomènes absolument incroyables qu'on connaît encore très mal, mais on s'aperçoit en lisant, documentant, puis en commençant à rentrer des scientifiques, qu'il y a des choses incroyables qui s'y passent. Et ça, mélangé avec d'autres ambitions, notamment des réflexions, parce que on arrive à des âges plus avancés, donc quand on entreprend, on se dit mais qu'est-ce qui peut être utile, qu'est-ce qui peut faire la différence? Et une moi, par mon épouse, qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'environnement depuis maintenant pratiquement 15 ans, on s'est pris de passion pour des tas de sujets dans la permaculture, donc on a changé nos modes de vie, et j'espère que tous les êtres humains le feront et le font déjà, parce que c'est très urgent. Mais voilà, on consomme plus pareil du tout. On a banni beaucoup de produits, changé beaucoup d'habitudes de consommation, et sans faire de prosélytisme, on s'est passionné sur ce qui fait que l'agriculture a évolué d'une certaine façon depuis l'après-guerre. Et tout ça cumulé nous fait réaliser qu'on est dans un moment de paradoxe dans lequel l'agriculture veut être plus bio. On veut sortir de cette agriculture chimique et productiviste qui a marqué les 70 dernières années, et en même temps on a un changement climatique qui sur le coup fait des tensions assez très très fortes sur le vivant, sur ce qui nous nourrit. Et quand on regarde la pyramide de Maslow, se nourrir, c'est quand même le premier étage de la pyramide. Longue histoire pour dire que, s'intéressant au sujet sur l'agriculture dans l'espace, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses tout à fait passionnantes à faire en exposant des végétaux à l'environnement spatial dans certaines conditions. Et ça nous fait triper. On a chacun un rapport différent à la terre. La maman d'Emmanuel est trufficultrice. Moi, du côté de ma mère, je descends d'agriculteurs, mais mes grands-parents maternels vendaient des fruits et légumes. Enfin, bref. Et puis, j'ai parlé de mon parcours personnel. Et on se dit, en étant bordelais, quel est l'avenir de l'agriculture? Quel est l'avenir de la viticulture? Et ce faisant, on rencontre un scientifique incroyable qui s'appelle Denis Dubourdieu, qui est un chercheur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, qui est un institut qu'il a créé avec à l'Université de Bordeaux, avec l'INRAE et puis l'aide de la région Aquitaine. Et on trouve un chercheur incroyable à qui on parle de nos réflexions sur le spatial. Il n'y a rien de construit à l'époque, hein. C'est des itérations un peu maladroites. Et puis lui se prend de passion, nous encourage. Et je vais refaire l'histoire courte parce que elle est longue, elle est complexe, elle est stratifiée, mais on arrive à se dire qu'il y a peut-être par l'espace un moyen de faire évoluer naturellement des plantes et leur rendre plus de capacité de résistance face au stress du changement climatique. On a la possibilité peut-être de faire des nouvelles variétés de vignes,
tout simplement en les exposant à ce stress et en laissant la nature faire, parce qu'on s'aperçoit au fait qu'on découvre des tas de choses sur la nature. On s'aperçoit que les plantes ont une capacité de résistance d'adaptation qui est exceptionnelle. Et finalement, que des plantes sauvages tombent rarement malades parce qu'elles ont une capacité d'adaptation. Et avec Denis, puis ensuite avec Philippe Darrier, parce que Neddy Mordieu malheureusement nous quitte, Philippe Darrier qui reprend l'ISVV, qui était son second, on réfléchit à un programme de recherche sur la vigne dans l'espace où on va capter cette absence de gravité pour stimuler des évolutions naturelles des plantes et développer une agriculture bio plus résistante au stress du changement climatique. Parce que si on résiste au plus grand stress que la vigne ne connaîtra jamais, qui est l'absence de gravité, eh bien, on peut espérer avoir des plantes qui sont plus capables, plus résilientes face à des stress moindres, qui sont liés à la sécheresse, à des variations de température plus élevées, à certains parasites. Et on développe un programme de recherche avec eux, complètement dingue, qu'on s'appelle la mission WISE, et on crée une entreprise Space Cargo. Assez vite, il est évident qu'on s'aperçoit que ça coûte quand même beaucoup d'argent, même si c'est moins cher que ça a pu l'être, que c'est encore très fermé, parce que la recherche est fondamentale, elle est portée par des organismes d'État. Donc une entreprise privée qui va lancer un programme de recherche complet, ça n'existe juste pas. Et on essaie de réfléchir à une façon de financer tout ça. Et là, il y a 3 choses qui apparaissent. D'abord, il faut qu'on ait une recherche impeccable pour convaincre les agences de nous amener des apports en industrie, de nous aider par leur équipement. Bon, ça, à la limite, c'est la chose c'est beaucoup de travail, mais c'est assez balisé. La deuxième, c'est qu'il faut que Emmanuel et moi, on arrive à vivre tout en développant ce projet. Et là, Microsoft me tend les mains, donc je me laisse à dire à mon patron, il s'appelle Steve Guggenheimer, écoute, est-ce que moi je veux bien rejoindre Microsoft, c'est effectivement toute l'expertise que j'ai pour le job que tu me proposes, et en même temps, est-ce que tu me laisses développer cette aventure spatiale un peu dingue? Il voit pas de raison de ne pas le laisser, ce n'est pas du tout le même domaine de Microsoft, dès lors que je fais bien mon boulot, il me dit il y a aucun problème, ce qui est une chance inouïe, et qui correspond en fait à cet état où Microsoft essaie d'attirer des gens un peu différents peut-être, à renouveler un peu le souffle dans ce que Satya veut apporter à l'entreprise. Et puis bon, ensuite, nous, on essaie de continuer à réfléchir et on trouve une histoire incroyable qui est celle de la cuvée Retour des Indes dans le Bordelais, qui est une histoire de vieillissement de vin sur des bateaux. Alors, je peux te raconter l'histoire si tu veux, Frédéric, mais on découvre qu'il y a en 1814, il y a un propriétaire qui s'appelle le baron d'Estournel, Château Cos d'Estournel, qui est un grand négociant qui vend du vin à un Maharaja indien, je crois, un propriétaire indien, et puis qui exporte son vin. Le vin fait de longs mois de voyage en bateau à voile de Bordeaux jusqu'aux Indes. La transaction ne se fait pas, donc le vin revient, et du coup, il passe un long moment en mer à vieillir très différemment que les bouteilles sur terre. Et le baron d'Estournel décide de vendre ce vin sous le label Cuvée Retour des Indes. Et ça cartonne vraiment. Sans doute parce que il capte un air du temps, l'Est et l'Ouest se rencontrent, on prend conscience du monde, c'est un changement important dans l'Europe et l'Occident, et au fond, il capte l'air du temps. Donc ça marche, et du coup, il y a plein de châteaux du Bordelais qui font des cuvées Retour des Indes, qui affrètent des bateaux, qui font vieillir leur vin sur la mer. Donc il y a, je crois, Pichon-Longueville qui a fait ça, Lafite, aujourd'hui Lafite Rothschild, je crois que Pontet-Canet l'a également fait, et bien d'autres. Et donc, on se dit, mais tiens, voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse vieillir du vin sur la station orbitale internationale, qu'on vende ce vin cher, et ça va nous aider à financer ce programme de recherche. Et on part dans cette idée un peu incroyable de lancer un programme de recherche grâce à l'espace pour l'agriculture de demain sur Terre, spécifiquement sur la viticulture, parce que c'est un secteur évidemment qui est proche des Bordelais, mais en même temps, on se dit ce qu'on va réussir à faire dans la viticulture, on pourra l'appliquer à d'autres domaines de l'agriculture. Et nous voilà à lancer ça. Et puis à côté de ça, essayer de vivre comme n'importe quelle aventure entrepreneuriale avec peu de moyens. Et Microsoft me donne l'occasion de devenir directeur général de un des directeurs généraux de la filiale française. Je m'occupe de toute la relation avec les développeurs, toute la relation avec les éditeurs d'applications, avec l'équipe que j'ai la chance de diriger, avec des gens vraiment incroyables. Donc je suis très très enthousiaste pour ce que je découvre de Microsoft de l'intérieur, pour les gens avec lesquels j'ai l'honneur de travailler. Il y a un centre de recherche qui est dans notre équipe qu'on fait avec l'INRIA sur le plateau de Saclay. Il y a tout un tas de projets incroyablement intéressants. Et en côté de ça, les week-ends et la nuit, je travaille avec Emmanuel sur lancer notre programme de recherche dans l'espace. Et c'est comme ça que démarre cette double vie spatiale et microsoftienne. Alors, tu t'es fait remarquer parce que tu as envoyé donc 12 bouteilles de Château Pétrus dans l'espace, donc à l'ISS. Comment ça se passe? Comment tu as les autorisations et qui tu contactes
Et combien ça coûte? Alors c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. D'abord, il n'y a pas de prix parce que c'est pas catalogue. Enfin, ça reste du sur-mesure absolu. C'est 15 kilos, c'est très compliqué parce que. Je sais pas combien ça pèse, mais c'est. Alors c'est pas seulement ça, c'est aussi c'est de l'alcool. L'alcool est complètement interdit sur la station orbitale internationale pour des questions de sécurité. On veut pas que les astronautes boivent et perdent le contrôle. Les containers en verre sont strictement interdits parce que ça se brise et ça pourrait aussi menacer la sécurité des astronautes. Donc quand l'alcool est interdit, les containers en vin sont interdits, vous imaginez bien que ça rend très 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 difficile l'idée d'envoyer quoi que ce soit comme une bouteille de vin. Donc c'est un chemin de croix incroyable. Je pense que la première réponse simplement, c'est qu'on a un vrai programme de recherche très structuré avec alors l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne du vin à Bordeaux, puis assez vite l'université d'Erlangen en Allemagne, parce que notre directeur scientifique qui s'appelle Michael Lebert, qui est donc un professeur à l'université d'Erlangen en biologie cellulaire, et est un des grands spécialistes européens de la recherche agricole dans l'espace. Donc il a un background incroyable dans le domaine et il est extrêmement reconnu et réputé pour son savoir-faire dans le domaine. Et donc Michael et Philippe deviennent notre solidité scientifique. Donc ça, évidemment, ça intéresse les agences. On a la chance de rencontrer après, c'est une histoire de rencontre, le directeur général du CNES, Lionel Suchet, qui s'intéresse aux startups. Il amène le CNES à se connecter avec l'environnement des startups. Il voit ce que l'on peut espérer, imaginer dans le domaine de la recherche agricole grâce à la station orbitale. Et nous voilà partenaires du CNES avec une équipe exceptionnelle du CADMOS, qui est le labo qui fait toutes les recherches, qui a accompagné notamment Thomas Pesquet dans tous ces programmes de recherche. Et on voit des professionnels incroyables qui nous apprennent énormément et beaucoup d'humilité pour ce qui me concerne et ce qui concerne Emmanuel, dans la chance qu'on a de travailler avec le CADMOS. Et donc, ce programme de recherche nous donne la possibilité d'avoir des lancements du temps d'astronaute. Pour les bouteilles elles-mêmes, ça a été une aventure compliquée parce que c'est une des toutes premières aussi à ces moments où la NASA commence à continuer à ouvrir la station orbitale à des usages commerciaux. Et on a réussi, par le biais de rencontres, de beaucoup de pugnacité avec des alliés en Europe, des alliés aux États-Unis, d'arriver à convaincre la NASA de nous laisser envoyer ces 12 bouteilles. Mais ça a été 5 ans de négociations et de combats, parce que c'était vraiment très mais très les compliqué. Bouteilles, elles sont envoyées dans une caisse en métal et alors les bouteilles, elles sont pas ouvertes. Enfin, elles sont pas ouvertes. Non, elles sont scellées dans des bouteilles inouvrables. C'était une des conditions pour pas que les astronautes puissent y toucher et qu'il n'y ait pas de risque d'explosion. Au début, on avait développé une véritable cave à vin, mais ensuite ils nous ont déplacés plus proche des couchages des astronautes, et donc notre cave à vin avait un ventilateur qui a été jugé trop bruyant. C'est sûr, on n'entendait rien du tout quand on était à côté, mais trop bruyant, qui pouvait perturber le sommeil des astronautes. Donc du coup, on a changé de stratégie, on a fait ces containers. Maintenant, pour maintenir la température de 17-18, qui était celle qui nous intéressait, il fallait tous les 15 jours les sortir d'une sorte de glacière pour les mettre dans une autre. Donc tous les 15 jours, pendant un an, il y a un astronaute qui a sorti nos bouteilles pour les mettre dans une caisse réfrigérée et laisser cette température à 18 et maintenir dans les meilleures conditions nos bouteilles. Donc ces bouteilles, elles sont un objet de recherche. Faut être très clair. Le vin est un produit incroyablement intéressant. C'est en fait, quand on étudie la vie dans l'espace aujourd'hui, il y a encore une fois énormément de questions et de questions très ouvertes. Il se trouve que le vin a des choses passionnantes, enfin des composants qui sont des bactéries, qui sont des levures, qui sont des polyphénols, qui ont un intérêt très fort pour les sciences de la vie. Et donc c'est un liquide qui malgré tout est plus facile à étudier qu'un corps humain, par exemple. Donc c'est un objet d'étude œnologique et scientifique. Aujourd'hui, ces bouteilles de vin, on les a dégustées quand elles sont revenues sur Terre. Elles sont différentes. Elles sont incroyables et différentes de leurs jumelles terrestres. Donc c'est assez extraordinairement et fascinant. Et par ailleurs, bon, on voit des vraies différences. Elles sont différentes par un œnologue ou elles sont différentes par moi qui vais les yeux. Alors elles sont différentes par les deux. Par les deux, on a fait une dégustation avec moitié œnologue, moitié dans des protocoles très rigoureux, avec moitié un groupe d'œnologues. Donc il y avait moitié un groupe d'œnologues, moitié un groupe d'amateurs, donc une dizaine de personnes. Et elles sont révélées. Alors les bouteilles, la robe est à peu près identique, couleur un peu plus brique quand même. Le nez après pareil, et puis quand on l'a en bouche, il est beaucoup plus floral. Alors après, chacun a ses appréciations, mais c'est un vin qui est différent. Et on l'explique pas. Donc là, il y a des études qui sont en train d'être faites maintenant. Philippe Darrier publiera un papier l'année prochaine
sur ces découvertes, et on constate déjà qu'il y a des choses qui sont différentes, notamment au niveau des polyphénols, resveratrol en particulier. Donc c'est assez fascinant de voir ces différences liées à l'exposition à l'impesanteur. Et puis surtout, on a pu dérouler le reste de notre programme de recherche. Donc je vais t'en dire 2 mots, mais on a envoyé des cellules de vigne avec Blue Origin qu'on a exposées au stress du changement climatique en impesanteur, et on a constaté des choses tout à fait intéressantes qui ont informé une de nos principales expériences qu'on a faites en mars 2020, donc l'année dernière. Pour 10 mois, on a envoyé 320 plants de vigne, des sarments, moitié Cabernet, moitié Merlot, qu'on a envoyé très jeunes, fraîchement récoltés, et qui ont passé 1 an exposés à cet environnement spatial. Ils sont revenus, ces plants, enfin ils sont revenus en fin janvier de cette année. On les a replantés, et là, on avait gardé évidemment des mêmes plantes d'origine dans les mêmes conditions de température et de stockage, ces plants qu'on avait gardés donc sur Terre, exposés à la gravité, et on les a replantés en même moment. Et on a constaté que nos plants spatiaux avaient un développement très différent. Et c'est ça qui est aujourd'hui notre principal focus. On développe on a replanté cette variété de plantes, et on constate qu'elle est beaucoup plus vivace. Elle a poussé beaucoup plus vite que ces jumelles terrestres. Oui, mais elles sont beaucoup plus résistantes au stress du changement climatique, comme on l'espérait. Donc on est en plein dans ce programme de recherche. La question que je vais te poser, la dernière pour clore ce sujet, à quoi ça peut servir, sachant que tu ne peux pas aujourd'hui faire passer par le sas de l'espace tous les plants et les ramener. Donc à un moment vous allez mais la plante, la variété qu'on a créée, elle croît et multiplie de manière exponentielle. Elle va, d'accord. Et elle reste. Donc cette variété de plantes qu'on a stressée au plus haut point par cette exposition spatiale, c'est une nouvelle variété de plantes. Donc aujourd'hui, elle a poussé beaucoup plus vite que sa jumelle terrestre. Elle a résisté beaucoup mieux au stress du changement climatique, notamment à tout ce qui est certaines maladies parasites. Par exemple, elle a montré des signes de résistance au mildiou qui sont très 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 encourageants, et au phylloxéra. Donc là, on va replanter ces plantes spatiales, et on va continuer à les développer, et puis on va les récolter. On aura des fruits l'automne de l'année prochaine. Et si ces fruits livrent leurs promesses gustatives, à ce moment-là, on aura une variété qu'on pourra proposer aux vignerons. Et on fonctionnera, pour parler du modèle économique, puisque tu t'intéresses à des entrepreneurs, comme une biotech. C'est-à-dire qu'on aura développé une variété. C'est une biotech spatiale. On s'associe à une biotech spatiale. C'est la première agritech spatiale, même si tu veux être très précis. Et on a signé un partenariat avec Mercier, qui est un groupe, un des plus grands pépiniéristes mondial. Et Mercier pourra proposer à ses clients du monde entier, du Bordelais, du Bourgogne, de la Napa Valley et autres, ces vignes spatiales plus résistantes naturellement, c'est-à-dire sans aucune espèce de manipulation génétique ou de pesticides ou que sais-je, une résistance plus forte au stress du changement climatique et aux maladies qui s'y développent. Donc c'est ça notre objectif, et ils nous paieront des royautés au fur et à mesure des ventes. Donc c'est ça l'objectif de cette entreprise. Là, on va parler d'Orbit, une autre société que tu as créée dans l'espace. Là, on est vraiment par contre sur le tourisme. Et cette année 2021, c'est là qu'on a vu finalement Virgin Galactic avec Richard Branson dans l'espace, Blue Origin avec Jeff Bezos, SpaceX. Alors, mais pas Elon Musk dans l'espace, mais par contre, on se rend compte quand même maintenant, il envoie Thomas Pesquet, etc. C'est un acteur incroyable. On voit même que ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire que des gens de 90 ans comme William Shatner de Star Trek, on l'autorise à aller dans l'espace. On est vraiment dans le tourisme spatial. C'est vraiment le kick-off, si tu veux, pour moi 2021 du tourisme spatial. Est-ce que c'est ça le New Space? Alors, je pense que dans l'évolution de l'humanité, le voyage spatial est évidemment une étape aussi centrale qu'a été le voyage dans les airs ou le déplacement et le changement de la mobilité par la voiture et les moyens de transport, le train et tout ce qu'on connaît. Donc c'est forcément quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas nier, et c'est une tendance qui va se développer. Le New Space, c'est beaucoup plus que simplement le voyage des privés dans l'espace par rapport aux astronautes professionnels. Et c'est très clair que ça va se développer. Il y a une demande exceptionnellement forte.
Virgin Galactic a signé des milliers de commandes de vol. Blue Origin on a énormément et même si les coûts sont beaucoup plus élevés avec SpaceX, ça va se développer et les prix vont baisser considérablement. Une des choses qui va faire énormément baisser les prix, c'est Starship, c'est le nouveau véhicule spatial de SpaceX et je peux penser que dans les 15 ans qui viennent, ça coûtera quelques milliers d'euros d'aller dans l'espace. Donc effectivement, c'est une étape de l'humanité. Tu penses que tu vas y aller ? Je pense que je crois qu'on sera beaucoup à y aller. Tu es plus proche que moi de l'espace, mais tu penses que je vais y aller ? Je pense que tu peux absolument y aller, oui, absolument. Alors après, on va y aller parce qu'il y a des ressources naturelles intéressantes et importantes dans l'espace, minières en particulier, qu'on veut préserver la planète et en même temps qu'on doit trouver des solutions. Alors les solutions, je pense qu'elles vont d'abord par des changements de comportement et de mode de vie qui sont les nôtres, mais on peut pas négliger le fait que cette révolution a lieu. Et clairement, pour ce qui est de la démarche que nous avons entreprise avec mon associé Jason Andrews sur Orbit, c'est de dire que face à ce voyage n'est pas anodin. Il a un coût financier, mais il a un coût aussi environnemental. Et on peut pas faire ce voyage sans être préparé, sans véritablement voilà, ça donne des droits, mais des devoirs surtout. Et on a aussi constaté que il y avait un déficit d'infrastructure pour accompagner au-delà du voyage lui-même. C'est-à-dire que Virgin, Blue, SpaceX développent des véhicules, c'est des ingénieurs, mais qui manquent sans doute une dimension qui fait la préparation, l'accompagnement et la démarche d'aller dans l'espace, c'est pas anodine. Donc on a l'ambition de créer un centre de formation et de préparation qui sera unique au monde, qui sera basé aux États-Unis, pour préparer cette génération de voyageurs privés ou professionnels. Il y a des gens qui iront travailler dans l'espace pour aller récolter des minerais, pour aller à développer des infrastructures de télécommunications plus centrales, pour aller aussi utiliser cet environnement d'impesanteur dont on parlait tout à l'heure et qui a énormément de possibilités pour le futur des sciences de la vie, des nouveaux matériaux et des technologies. Et on veut être capable de pouvoir donner à tous ces gens une préparation physique, technique, mais aussi une certaine préparation mentale, voire spirituelle, pour que ce voyage soit un voyage qui soit au bénéfice de notre planète, parce qu'on est très ancré sur notre planète. Donc on crée ce lieu qui sera un centre de formation, qui aura un complexe hôtelier et de restauration, et qui sera une vraie base de préparation au voyage spatial. Physique et mental. Voilà, ouverture en 2024, si tout se passe bien. Et là, on a commencé à faire des premiers stages d'initiation en France. Là, on en fait un en décembre aux États-Unis. Donc le premier, on l'a fait à la Corniche, dans l'hôtel-restaurant familial, sur le bord du Rêve d'Arcachon, avec des vols 0G avec Novespace, qui est une filiale du CNES qui opère depuis l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, avec des avions de voltige qui ont simulé la gravité, la haute intensité gravitationnelle qu'on a au décollage d'une fusée, avec des intervenants qui ont préparé la connaissance plus approfondie des évolutions du corps humain dans l'espace, avec des ateliers de préparation, avec des tas d'intervenants, astronautes, experts, préparateurs, avec un atelier qu'on a fait avec Alain Ducasse qui prépare les plats que Thomas Pesquet a emportés dans le spatial, les intervenants du CNES qui ont apporté toute leur expertise, une simulation réalité virtuelle qu'on a dévelocée pour présenter à nos stagiaires ce qu'est un vol Blue Origin, SpaceX. Comment tu es obligé d'avoir par exemple une centrifugeuse, un tabouret, comment ça marche? C'est très cher tout ça. Là, la centrifugeuse, on la simule avec des avions de voltige. D'accord. qui font c'est beaucoup moins cher. On peut très bien simuler 5 ou 6G. Disons que ça coûte cher, mais surtout il y en a pas 36 000 des centrifugeuses, donc on a utilisé des avions de voltige pour simuler la gravité. D'accord. C'est quoi? Maintenant dans le centre qu'on construit, on aura une centrifugeuse. D'accord. Et tu en construis un aux États-Unis uniquement? Oui, ça coûte beaucoup de sous et c'est sans doute là-bas que se fait aujourd'hui le voyage humain. L'Europe n'a pas de capacité à envoyer l'être humain dans l'espace, contrairement aux Chinois, aux Russes ou aux Américains. C'est quoi? Ça serait un Houston ou un Baïkonour pour touristes en fait? Alors, le mot touriste, franchement, on trouve qu'il est pas adapté. On pense que vraiment on va aller dans l'espace pour travailler, pour vivre. Donc il y aura des gens qui iront faire des visites, on va dire privées, donc qui s'avancent au tourisme. Mais on pense que le gros du développement sera ils iront travailler et vivre dans l'espace. Ouais. Et ça paraît peut-être très lointain, mais la vérité c'est que ça va se faire beaucoup plus vite qu'on imagine. Avant de passer juste aux questions perso, tu as dit 2 mots de Zuckerberg et de Facebook. Cette semaine ou la semaine dernière, il a fait une conférence sur le métaverse. Je voulais juste avoir un mot
sur ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que c'est là encore l'avenir, toi qui as été quand même assez souvent aux prémices des nouvelles technologies? Alors, on a peu parlé parce qu'on est assez vite sur ce qu'a fait Mimesis République, mais on avait développé un univers virtuel qui s'appelait Mamba Nation, qui était sans doute un peu trop tôt, mais qui était l'idée c'était de créer plusieurs avatars connectés à son compte Facebook pour connecter avec d'autres. Et Mimesis République, c'était vraiment cette idée que on avait autour de nos réalités des virtualités. On les a au quotidien depuis toujours parce que on est dans un monde. Enfin, Paul Ricoeur en parlait beaucoup. Il parlait de concept de narrativité. Les personnages qu'on se construit quand on est en train de séduire quelqu'un, on est un personnage. Quand on est avec un groupe d'amis à faire un sport collectif, on est une autre personne. Et toutes ces personnalités font ce que nous sommes. Donc le réseau social, il a à mes yeux amené des choses passionnantes, mais aussi des choses extrêmement délicates dans ce qu'est l'être humain quand il se confronte à lui-même. Et je pense que la réalité virtuelle est aussi une évolution naturelle de cette connectivité parce qu'elle va peut-être aller étonnamment plus près du vrai de ce que nous sommes. Le danger, c'est pas de s'y perdre parce qu'on a vu tous les effets de bord que ça peut avoir, mais je pense que c'est aussi inéluctable. On aura certainement autour de la réalité augmentée la plupart des devices et on aura sûrement un iPhone de la réalité augmentée. Est-ce que ce sera des lunettes, des lentilles connectées? Je n'en sais rien. Est-ce que ça arrive dans quelques années, dans quelques dizaines d'années? Je n'en sais rien, mais ça viendra. Et de fait, l'interface homme-machine va évoluer de manière encore plus forte. Et elle ira dans de la conversation avec des agents intelligents. Elle ira vers une image augmentée qui gérera la réalité et qui amènera une augmentation de réalité. Et je pense qu'il faut être extrêmement conscient de cette évolution. Et comme tout, elle peut amener des catastrophes, elle peut amener aussi des vraies évolutions. Donc si ta question, est-ce que Facebook sera l'acteur qui réussira ça? J'en sais rien. Est-ce qu'il a des armes pour le faire? Oui. Est-ce que c'est souhaitable que ça soit que? Non. Est-ce qu'il faut poser beaucoup de questions et encadrer, réfléchir? Absolument. Allez, question perso. Tu joues toujours? Je joue toujours, oui. Quoi, alors, PS5 je travaille beaucoup. Ouais. C'est plutôt Xbox et beaucoup Ubisoft. J'adore Assassin's Creed, par exemple, qui est un jeu incroyable. Voilà, donc j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'y plonger. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? En deux mots. J'ai aucune espèce j'ai aucune espèce de volonté de postérité définie comme ça. Non, j'ai envie que mes enfants se souviennent de moments heureux dans leur enfance et qu'ils aient grandi avec des belles valeurs, de belles aspirations et bien équipés pour faire face au monde de demain et pour participer à la création du monde de demain. Donc c'est ça, la descendance et les enfants qui m'interpellent le plus. Pour le reste, j'espère que ceux avec qui j'ai travaillé, ceux qui m'ont fait confiance, auront été heureux de vivre ces différentes aventures et celles qu'on vit aujourd'hui comme celles qu'on a vécues avant. Tu es un autodidacte? Oui, j'ai démarré autodidacte. Tu te vois autodidacte? J'ai démarré après mon bac, j'ai pas vraiment fait d'études, donc oui. Je pense que c'est la définition. Après, j'aime apprendre tout le temps, donc oui, certainement, c'est surtout ça. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer? Ça serait soit Apple, soit Microsoft, par définition, parce que c'est des entreprises incroyables, mais j'avoue que c'est tellement incroyable quand on les connaît de l'intérieur. Moi, parce que j'ai pas raconté tout ce que j'ai fait, mais je suis parti pour Microsoft après mon poste en France pendant 5 ans, vivre à Seattle et diriger les relations entre Microsoft et les éditeurs d'applications pour Windows, pour Office, pour Edge, pour les différentes plateformes de Microsoft. Et donc, je m'occupais des relations, mes équipes, je dirigeais les équipes en charge des relations avec Microsoft et Apple, par exemple, Facebook, Spotify, Adobe, SAP, donc plein de gens. Mais c'était passionnant de voir Apple de l'intérieur par ce biais-là. Et franchement, c'est deux entreprises qui sont incroyables, qui sont effectivement des lieux d'innovation, de technologie. Donc, ça ne peut qu'admirer. Donc, si j'avais si j'avais pu faire ça, je l'aurais fait. Mais enfin bon, c'est très hors de portée. À quel personnage connu tu aurais aimé ressembler? C'est des questions qui sont à la fois tout à fait pertinentes que tu poses à tes invités, mais T'as le droit de dire, t'as le droit de zapper, hein. Non. Il y a des gens qui m'inspirent et des gens à qui j'ai envie de pouvoir ressembler pour certains aspects. Je pense qu'après chaque personnalité est unique. Et j'ai du mal à me dire que voilà, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de différentes rencontres, de différentes. Mais moi, je suis inspiré en tout cas par autant des
grands découvreurs, des grands scientifiques comme Louis Pasteur a pu l'être, que des grands romanciers qui ont peint le monde comme autant Jules Verne que Victor Hugo. Donc c'est ces gens-là qui m'inspirent et qui font sans doute ce que je suis avec les grands entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer ou ceux qui m'ont inspiré dans l'histoire. En trois mots, en 3 photos, si j'avais 3 images de ta vie qui t'ont marqué 3 étapes professionnelles, hein. Professionnel, comme j'ai le sentiment que j'ai démarré ma vie professionnelle en découvrant l'informatique à 7-8 ans, je dirais que c'est ce moment-là que mon père a ramené un Apple II dans notre hôtel-restaurant familial. Donc là, c'est sans doute la première. La seconde, c'est sans doute la fermeture de Callisto, parce que c'était un moment tellement difficile avec les décès et tout ce qu'on a vécu. Et puis la troisième, c'est être au pied de la fusée. La première, on a envoyé 3 cargaisons sur la station orbitale et dans l'espace. Donc le premier qu'on a envoyé en novembre 2019 à Wallop Island avec la NASA, ça c'était un moment très très fort aussi, là, pour quelques images, mais j'en ai d'autres. Tu as des hobbies ou tu fais du sport ? Alors je faisais un peu de sport là, avec le confinement comme beaucoup, je me suis un peu laissé aller, mais sinon j'essaie d'être un peu en forme, mais je dirais que maintenant il faut s'y remettre après le confinement. J'ai pas encore complètement trouvé le rythme. Un bouquin sur ta table de chevet ? Alors, il y a toujours beaucoup de livres sur ma table de chevet. Généralement, j'ai un roman, un essai, voilà. Donc là, je relis Fondation d'Asimov, qui est un livre que j'avais lu quand j'étais ado. Et puis, je lis un essai sur la technique en Chine, qui est passionnant. Film ou série ? Les deux, mon capitaine. Je suis allé voir The French Dispatch, que j'ai adoré, très très récemment. Et série. Beaucoup, oui, j'aime bien consommer les séries. Alors, avec le peu de temps que j'ai, je travaille pas mal quand même. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi ? Alors, je reviens de 5 ans aux États-Unis, donc j'ai peut-être moins de contacts entrepreneuriaux que j'ai en France, mais il y a Benjamin Devienne, qui est un jeune entrepreneur bordelais que j'aime beaucoup, qui développe une entreprise qui crée un système de chat autour de jeux un peu rétro game, qui est quelqu'un que je trouve assez incroyable et qui est jeune et qui réussit. Et sinon, une personne que j'aime énormément qui s'appelle Steny Solitude, qui développe une entreprise qui s'appelle Perfect Memory, qui est une entreprise d'analyse cognitive de vidéo, qui est un ingénieur, un entrepreneur exceptionnel, et c'est lui que je pense que je vais te recommander d'inviter en particulier. Et puis après, j'en ai plein d'autres de gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces derniers temps. Il y a une personne qui s'appelle Pascal Rigaud, je ne sais pas si tu le connais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a monté La Boulange, il est boulanger à la base, et il a monté La Boulange aux États-Unis, qu'il a vendu à Starbucks. Ah oui ? Et c'est un entrepreneur avec une énergie absolument exceptionnelle. Il est en France ? Pour donner quelques exemples. Il est en France, il est revenu en France. Ouais. D'accord, bah oui, je veux bien que tu me fasses l'intro si tu veux. Voilà. Et je te pose la dernière question du podcast. Donc, tu sais pourquoi le podcast s'appelle La Combinaison. En fait, je cherche à comprendre cette combinaison qui t'a amené, ou cette recette, ou ces ingrédients qui t'ont amené là où tu es arrivé. Si tu pouvais nous donner une combinaison pour devenir Nicolas Gaume, ça serait laquelle ? Compliqué comme question toujours, mais bon. La passion, s'entourer, l'humilité. Je crois que c'est un mélange de tout. La passion qui tire, qui fait soulever des montagnes. La combinaison de talent. Donc s'entourer, c'est vraiment une combinaison de savoir-faire, d'expertise, de personnalité, de tout ça sur des valeurs communes. Puis après, il y a des moments de chance, d'alchimie. Donc, c'est tout ça qui fait, voilà. Et l'humilité, je pense, laisse émerger ces situations. Et je crois qu'il faut tout ça pour faire une réussite, ou en tout cas un chemin de vie. Après, la réussite, c'est aussi très subjectif, mais en tout cas pour accomplir certaines choses. Nicolas, merci beaucoup. C'était passionnant. Je me suis régalé. J'espère que tu as passé un bon moment. Puis à bientôt. Merci beaucoup, Frédéric. Avec grand plaisir. Merci infiniment de cette invitation. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne.
sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.